Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode de mars 2026 du film de trop. Bonjour à vous trois. Ouais. Voilà, j'ai tout donné là. Bah moi ça va en tout cas. Oh putain. Donc comme à chaque mois, on accueille une nouvelle personne dans l'équipe et pour ce mois de mars 2026, c'est Angèle qui nous rejoint. Ouais. Bravo, Angèle. Bravo Angèle pour cette Arrêtez. promotion. Merci de m'avoir invité, je suis très fan de l'émission. C'est qui ton préféré? Bah c'est Jules. Wow, elle a grave bugué quand elle a dit ça. Ah, vraiment. C'est bizarre. Je vous connais pas encore tous très bien donc j'essaie de retenir tous les prénoms. Voilà. Oh j'adore, je vais le faire à chaque fois. C'est qui ton préféré? Comme à l'épisode précédent et à celui encore d'avant, Angèle, nous allons te présenter, ou plutôt tu vas te présenter pas en quelques mots, mais en quelques films. Donc je te laisse citer 2-3 films qui te caractérisent un peu, tes goûts, etc. Alors je suis très fan de Jacques Demy, donc Les Demoiselles de Rochefort, Ah bon? voilà, pour ceux qui ne savent pas. Sinon Eternal Sunshine de Gondry, Ah ouais. très fan. Pas mal. Et un troisième, j'ai beaucoup aimé Les Légendaires. La clim. Oh la clim. Non, en vrai, premier degré, je suis très fan de Noces funèbres. Ah oui. Ah putain, oh, le Décidément. changement d'ambiance, c'est... Voilà. Je me permets des petits traits d'humour. Hein, C'est quoi le problème avec les légendaires là? Non mais aucun problème là-dessus. Tu l'as vu toi? Non. Ah oui. Et alors, je suis fan de BD. Il va falloir aller se faire foutre à un moment donné. Si on parle de vrai cinéma, hein. Si on parle Absolute cinéma. absolu de cinéma, Citizen Kane ici. Enfin bref, nous allons commencer, comme d'hab, par les 2 premiers films qui sont sortis durant ce mois. Le sondage a dit que nous devrions regarder The Bride de Maggie Gyllenhaal. Voilà. Traduction, la mariée. La mariée, Here Comes the Motherfucking Bride. Rongé par la solitude, Frankenstein se rend à Chicago dans les années 30 et demande à un scientifique visionnaire de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au cœur d'un mouvement social radical et d'une histoire d'amour tumultueuse. Can anybody help me? Please. I don't want any of this! The bride of Frankenstein. No, just the bride. Bon, est-ce qu'on peut commencer par crever l'abcès? Crevons l'abcès. Ah ouais, de ouf. Qui n'a pas Vas-y. dormi? Qui n'a pas dormi? Y a pas à me flinguer comme ça d'entrée. Je peux commencer comme ça. Bah comme ça, oui. J'explique. Ouais. En fait, il s'avère que j'ai eu beaucoup de retard avec ce film parce que je l'ai vu, ou pas, cette semaine. Ce qui fait que j'y allais à reculons parce que, contrairement à vous, je crois, j'avais déjà les très très mauvais échos. Mais vraiment très mauvais échos. Donc j'y allais... Nous aussi, hein. Ah ouais? Ouais. Nous, on avait déjà... nous, on est allé avec Itri une semaine après la sortie et déjà, il y avait plus que 3 séances par jour à Châtelet. Et il y avait plus de séances dans les autres ciné de Paris, donc c'est quand même assez incroyable pour un film de cette envergure. Et surtout, on voyait la moyenne des notes Letterboxd qui était affreuse. Hein. J'ai C'est réussi lourd, quand même à motiver ma femme, donc on s'est retrouvés dans cette salle. Je dis quand même, on n'était que 4 dans la salle, avec 2 boucs qui étaient au fond de la salle. Ouais, bah oui. Ça pue du cul. Et il s'avère que voilà, j'ai fait le choix d'y aller un vendredi et mes 39 heures sont passées par là. Il s'avère que j'étais un peu KO, en plus du fait que le film ne m'intéressait absolument pas. C'est peut-être, j'en ai profité, peut-être, pour faire une Mais petite du sieste. coup, t'as rien à dire sur le film là? En fait, j'ai juste le début, quoi. Mais le début jusqu'à quand? Le début jusqu'à... genre- Attends, mais le film il Ce dure que 2h20, Lilou me t'as dormi fasse genre. 2h20? Ah, je te jure, mais c'est pire que ça. Et Lilou était hyper étonnée, ma femme, parce qu'elle était en mode, le film est hyper bruyant. Comment as-tu fait pour dormir les 2 heures de film? Je ne sais pas. J'avoue que tu as mis les AirPods avec la réduction de bruit, toi. Non, je reconnais. j'étais dans un sommeil second parce que j'entendais un peu le son. Donc pour parler du film, Mais Attends, mais Je suis tu mal t'es arrêté placé. où? Tu t'es arrêté où là? je me suis arrêté quand elle se fait tuer. Mais non, mais Ouais.
Mais Mathieu, c'est la scène d'ouverture, ça. Oui, donc je peux déjà parler de ce début en fait. Mais pourquoi on l'invite lui? On n'aurait pas pu prendre un gars dans la rue. Ouais, en fait, oui, c'est ça le problème. Mais de toute façon, vous allez beaucoup mieux en parler que moi parce que le film est horrible. Après, D'accord. j'ai aussi dormi. Hein, je peux... Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai, waouh! Mais au milieu, mais peut-être 20 minutes. Ok, ça va. Enfin, Oui, après, je ne les sais deux pas, heures je ne de sais pas. Mathieu, Oui, c'est ça. Et pourtant, pourtant la bande-annonce était pas si mauvaise. Ouais, je suis d'accord. Ça donne avec un peu toi. envie, ouais. Moi, je suis curieux en fait d'entendre votre avis En sur. tant que femme, Voilà. sur le sujet. En vrai, oui, parce que The Bride, même la bande-annonce, t'avais tout un propos hyper féministe. Oui. Et du coup, je suis très curieux de ce que ça donne parce que à la fin, donc j'en ai vite fait parler avec Kitri, mais de ce que j'ai compris de la scène finale, c'est la morale est très étrange. Bon, le truc féministe là. En fait, comme tu dis, non mais voilà, c'est ça. En fait, la bande-annonce faisait genre que c'était un film féministe et c'est un film qui se prend pour féministe et avec un espèce de vernis féministe en mode attention, il va y avoir du féminisme, sauf que c'est le degré 1 du féministe et encore non. Vraiment, enfin, je suis en mode c'est trop bizarre parce que du coup la scène de fin, bon bah voilà, on le dit, c'est que du coup le couple, on va dire Frankenstein The Bride, voilà, ça va pas trop. Frankenstein s'est pris une bastos dans la gueule et du coup bah The Bride est en mode putain il faut que je le sauve, sauf que t'as un espèce de parenthèse où elle parle à Mary Shelley. Putain, comment pitcher ce film, c'est trop bizarre. Ouais, c'est En fait, les gens, impossible. non mais c'est impossible. C'est impossible de raconter le film, genre c'est... Oh putain. En fait, le truc avec The Bride, c'est que donc Mathieu s'est endormi au moment où elle se fait assassiner. Parce que oui, The Bride, enfin la meuf qui, voilà, c'était un corps avant, elle a eu une vie, elle s'est fait buter, voilà. Et du coup, Frankenstein est en mode, moi je veux une femme. Du coup, la scientifique est en mode, ok, on va trouver une femme. Du coup, on va déterrer une femme dans le cimetière et du coup, on tombe sur cette meuf. Pussy. Voilà. Et du coup, on tombe sur I elle. want some pussy. Et du coup, elle est ressuscitée. Sauf qu'elle est ressuscitée et elle a un espèce de syndrome de Gilles de la Tourette. Sauf que c'est pas Gilles de la Tourette, c'est un syndrome de Mary Shelley dans sa tête. Donc Mary Shelley qui est... Plantu. mais... Putain de merde. Vraiment que des rimes de con. Avec Mary Shelley qui est donc l'autrice de Frankenstein. Voilà, paix à son âme, hein, surtout. C'est un peu une... Je sais même pas comment décrire, putain, une voix dans sa tête. Voilà, une voix dans sa tête. Et du coup, à la fin, Frankenstein se prend une balle dans la gueule. Et The Bride est en mode, parle à Mary Shelley. Et elle est en mode, je ne veux plus être The Bride de quelqu'un. Donc The Bride de Frankenstein. Je veux être The Bride, point. Je veux être la mariée, point. Du coup, t'es en mode, ah, femme indépendante. Femme indépendante, pas besoin de mari. Voilà. Fin du film, non. Super. Car The Bride prend Frankenstein en mode allez, et elle retourne chez le docteur en mode allez, on va te ressusciter maintenant. Et du coup, elle est en mode je peux pas vivre sans lui, et donc t'es en mode bah il est où le vernis féministe. En fait, c'est impossible à décrire, je me rends compte, parce que le film est charcuté de partout. Vraiment, il est charcuté de partout, t'as des sous-intrigues, mais t'en as 35 à la seconde et t'es en mode on s'en fout. Après, c'est méta, si je peux me permettre. Bah C'est voilà. c'est un patchwork. T'as comme- vu ça comme- le Parler personnage d'un corps Frankenstein. patchwork. Et oui. Exactement. Et oui. Et aussi, t'as toute une espèce d'intrigue bizarre dont tout le monde se fout sur un espèce de mouvement social féministe féminin où en gros The Bride est en mode nous les féminicides on en a ras le cul et tout machin. Elle fait un espèce de discours chez les riches en pointant un flic, en braquant un flic en disant voilà moi je sais que voilà, les féminicides, voilà, toutes ces femmes qui sont mortes pour rien, pour les faire taire, parce qu'elles sont des femmes, machin. Donc t'es en mode, ah ok, discours féministe, stylé. Sauf qu'en fait, t'en fais rien. T'as une scène en mode, les meufs se griment comme The Bride, en mode, ah, c'est le Joker, mais les versions The Bride, pour C'est rien vrai en que faire. le lien d'âme entre Non, ce film et Joker 2, parlons-en, franchement. Je rappelle que j'ai un petit peu dormi. Tu as décrit certaines scènes, je n'en ai aucun souvenir. Je suis désolée Mathieu, j'ai craché sur toi, je pense qu'on est ensemble. En fait, à partir du moment où je comprends que la meuf est morte et que lui, parce qu'il veut une femme, il déterre une meuf qui n'a rien demandé, ça m'a fait me penser, du coup c'est ma critique Letterboxd, un petit peu à Passenger. Mais de ouf, Ouais. ouais. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me taper un film qui est basé sur le même trope. Et du coup, je suis vraiment partie avec cet a priori et j'ai pas passé un bon moment. Voilà. On quitterait, vas-y, parce que là, en fait, on a l'air épuisé du film, Ouais, alors c'est ça ça. fait 3 semaines pour C'est certaines. vrai que le film est qu'on l'a vu, épuisant, genre. C'est vrai que moi je l'avais mis dans un coin de ma tête et c'est vrai qu'il y a quelques jours j'étais en mode mais c'est quoi le 4e film dont on parle? Ah oui, c'est The Bride. Tout ça Arrête. pour dire non, moi c'est surtout Jessie Buckley en fait qui alors ok, elle a reçu l'Oscar et Voilà.
Et en vrai, Récemment oscarisé. récemment oscarisé, et en fait ça me fait remettre Hamnet en perspective, où j'avais trouvé qu'elle criait trop, parce qu'en fait Hamnet c'était du beurre doux face à ce qu'on a vu là. En fait c'est vraiment, elle a un jeu qui est particulièrement énervant, où c'est en mode elle crie puis elle a le sourire en coin et en mode je suis tellement disruptive, Je suis espiègle, je suis un monstre espiègle. je suis un monstre espiègle. Et puis t'as les flashs en noir et blanc où du coup elle parle à Mary Shelley dans sa tête, où c'est encore elle, Jessie Buckley, qui joue. Et c'est particulièrement insupportable ces moments-là. C'est vraiment... Enfin, t'es en mode, mais qu'est-ce que t'essayes de faire avec ça ? Ça n'apporte rien au film. Tu fais n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. Et puis voilà. Moi, vraiment, le jeu de l'actrice Jessie Buckley qui m'a grave saoulée. Bah, c'est vrai qu'elle crie tout le temps pendant 2h20. Et en fait, c'est à peu près la seule caractérisation de son personnage. C'est en mode, c'est des monstres, donc ils crient tout le temps. Mais par contre, le seul point positif, je trouve, de ce film, c'est le Frankenstein de Christian Bale, qui est vraiment top. Genre, Il était très attachant. Bah, il y a Christian Bale en Frankenstein et il est plutôt mignon, quoi. Très bel homme. Non, alors... Bah, il avait l'air convaincant dans la bande-annonce. Mais en Ah, vrai, moi, c'était genre, je sais ok. pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé le perso de Christian Bale plutôt attachant et Ouais. gentil. Mhm. C'est un peu on va dire, un point commun qu'il a avec le personnage du livre. C'est que Frankenstein, c'est un monstre, mais qui est cultivé, tu vois. Alors, genre, Frankenstein, il aime bien le ciné, il va au ciné, Ouais, il a c'est sa ça, star de ciné préférée, qui est Jake Gyllenhaal. Hashtag pourquoi pas. Voilà. Et du coup, voilà, donc il montre à The Bride les films qu'il aime, voilà, machin. Il est mignon, tu vois. Il est mignon. Mais la fiancée... Et putain merde, je vais dire un truc, mais j'ai complètement oublié. Ouais, c'était le podcast, c'est la fin du podcast. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai bien aimé la scène de danse, moi. Ah bah alors là, pourquoi pas, tu vois. Mais si tu sais... Oui, oui, si je me souviens, mais de là à dire que c'était bien. Alors non, par rapport à tout le reste, je veux dire. Oui. C'était la séquence que j'ai un peu le plus appréciée. Parce que lui m'a fait tarpin de peine à ce Oui. moment-là, vraiment. Et je me suis dit, ok, le personnage est attachant. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas très original, ça m'a fait penser à. Les gens ont dit pauvre créature, un peu un mélange entre Folie à deux et Ouais, pauvre créature. Mais c'est ça, mais le film est Le film grave... s'inspire directement de ça. Ouais, inspiré de pauvres créatures. Mais je suis grave persuadée que ce film a été discuté pendant le tournage de The Dark Knight. Voilà. Ouais, en mode, il y avait Maggie Gyllenhaal, Christian Bale, voilà, il y avait Heath Ledger qui est le meilleur ami de Jake Gyllenhaal, qui a joué avec Maggie Gyllenhaal et Christian. Je suis persuadée que ce projet a été discuté sur le tournage de The Dark Knight. Voilà, faisons ce que vous voulez de cette anecdote. Ça va faire Ça date, on n'est même pas sûr. C'est... Voilà, Bon. c'est Aquababe qui vous... Ouais, moi, il y a un truc qui m'a vraiment saoulée dans ce film, c'est qu'en fait, c'est un... Mais avec le jeu des acteurs et plein d'autres trucs, c'est un film qui se veut un peu bold, strong, un Oui, peu en mode... t'as vu comment je suis... Genre, enfin, différent. je suis différent, voilà, je tente des choses, et en fait, c'est un film qui prend aucun risque. Ouais, ça, c'est... ouais. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui sort de ce film, la preuve, on l'a tous oublié au bout de 3 semaines. Voilà. Il y a ce truc des décors que je trouve vraiment sympa, en fait, qui sont pas comparés, par exemple, au Frankenstein de Del Toro, où je trouvais les effets numériques assez visibles. Malheureusement, je trouve que les décors sont très stylés, mais du coup, ils sont un peu gâchés parce qu'il y a une longue focale qui est tout le temps Ouais, là. mais c'est vrai que maintenant, tu sais, j'essaie de me représenter les décors et c'est vrai que je ne vois pas le Mais film on les voit pas, en fait. On en les plan voit pas. d'ensemble. Non, mais non, parce C'est- qu'en fait, il n'y a aucun plan large. Et moi, le seul plan large dont je me souviens, c'est quand ils sont en voiture. Et là, il y a un plan large de la voiture dans une espèce de prairie. Voilà. Et c'est sympa et c'est très beau. Mais c'est tout. Et en fait, tout le reste, c'est plan serré, longue focale, on Ouais. voit rien, on voit que Jessie Buckley qui crie, Frankenstein qui est en mode... Et du coup, t'es en mode, bon, super. On en a même pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a Penelope Cruz. Ah putain, mais elle est même pas Ah putain, il y a Il Pénélope. y a Penelope Cruz et Sarsgaard qui jouent des enquêteurs. Et on en a rien à foutre. Je sais même pas, je me souviens même plus de ce qu'ils cherchaient du coup. C'est Bah, eux. ouais, Il cherche Jessie Buckley et Ouais, c'est- oui, oui, c'est Christian Bale. Mais du coup, la Penelope Cruz, elle est en mode mais en fait, si c'est pas le récit qu'on nous raconte depuis le début, en fait, si elle essayait pas, cette fille, d'être libre après tout. Du coup, t'es en mode girl power, ouais. Donc, Surtout que le perso de Sarsgaard, l'enquêteur là, a connu
cette meuf qui était The Mais Bride avant. Je n'ai rien compris. Mais à non, ça. parce qu'on comprend rien, parce que c'est expédié en 2 secondes, alors que t'as des trucs qui prennent toute la place pendant 2 heures et t'as rien pourquoi faire. Juste, l'enquêteur Sarsgaard qui reconnaît du coup The Bride parce qu'il l'a fréquenté avant sa mort. Et il est en mode Ida, donc il l'appelle par son ancien nom. Et en fait, j'ai oublié ce qu'il lui dit carrément, tellement on s'en fout. Mais il est en mode je suis désolée, je sais pas quoi, et tu comprends qu'il a couché avec elle parce qu'elle savait des trucs, elle était venue le voir pour lui parler des trucs de la mafia, comme quoi il était dangereux, qu'il assassinait des femmes, je sais pas quoi. Fin de l'intrigue. Allez, maintenant, on repasse au Bonnie and Clyde. Frankenstein et The Bride qui vont dans un ciné dans leur voiture et ils regardent un film de Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal qui t'a rien demandé. Mais il a rien demandé. Tu vois tout ce que t'as raté, Mathieu? Avoue, t'as envie de retourner le voir maintenant. J'y retourne juste après. Mm. Juste après. Et j'hésite même à partir là tout de suite. Si t'as dormi pendant tous les autres films. Je pars là. Là, je pars. En vrai, ouais. Tout de suite. Bah attends, on fait les 3 autres films et après tu peux y aller parce que bon. Parce que là, t'as parlé 2 secondes d'un truc que t'as pas vu au final. Grosse merde. En fait, le peu que j'ai vu, j'ai compris que il y allait pas avoir de miracle. Tu vois ce que je veux dire? Genre le style du début faisait que j'étais en mode ouf, ah oui, non, j'ai la vision. Ouais. J'ai la vision de moi, je vais poser ma tête sur cette épaule et je vais fermer mes petits yeux. À quel point, parce que ça va vite quand même, je trouve, même je sais à quel point c'est charcuté en fait. À quel point c'est un film de 5 heures qui est terminé en 2 heures, tu vois. En fait, le film dure 2h15, je crois, 2h20. Putain, Et ressenti 3 heures. Bah, alors voilà, ressenti 3 heures, parce que c'est tellement fouillé, parce que t'as du coup, la scène d'intro que t'as vue avec l'ancienne vie de Ida, on comprend pas trop, qui fricote un peu avec la mafia, mais qui a pas l'air très consentante dans tout ça, qu'elle a un peu embarqué malgré elle, tu vois. Ensuite, elle se fait assassiner. Ouais. Ensuite, on voit Frankenstein. Ensuite, femme arrive, The Bride arrive, et il y a tout ce moment où elle est en mode je me souviens pas de qui j'étais. Frankenstein lui ment en disant mais t'as toujours été ma femme, t'inquiète, juste t'as eu un accident donc tu te rappelles de rien, machin. Et après ils partent tous les deux parce que je sais même plus pourquoi. Ouais, non, ils voulaient juste être libres et faire des soirées en ville, en mode vraiment idylle adolescente, quoi. C'est. Et pendant ce temps-là, t'as toujours, j'ai vraiment les appeler Bonnie and Clyde premier degré, qui courent dans la vie en mode on est trop des monstres, on va au cinéma et on danse dans la rue et on est tellement libre, on est tellement amoureux. Ah là là. Ouais, c'est vraiment. Ça raconte pas grand chose, quoi. Les seuls trucs qui auraient pu être intéressants, c'est cette révolte de toutes les femmes à un moment qui est abordée dans le film, mais ils en font rien. Qui dure 5 secondes. Qui dure 5 secondes, et voilà. En fait, je me demande à quel point le film aurait pu être bien s'il avait pas été autant charcuté au montage. Ouais, bah je sais pas trop, mais je sais pas si vous saviez, mais le film est en discussion depuis tellement de temps. Et en fait, il devait être produit par Netflix. Maggie Gyllenhaal a voulu un peu plus de thunes, parce qu'elle voulait tourner à New York notamment. Et Netflix lui a dit non. Et du coup, ils l'ont au revoir. Ils ont pris Del Toro. Ah oui, ok. Voilà. Du coup, en tout cas, la prépa et les recherches de thunes et tout ont été, de ce que j'ai lu, un peu compliquées. C'est tout à fait révélateur du four qui se mange, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il se prend un bide mais monumental. Genre, c'est un désastre industriel. Genre. Le film a coûté 80 millions, avec 65 millions de promos, et il a fait un démarrage mondial à 13 millions. Ah ouais, c'est vraiment... Mondial, hein. Hardcore, ouais. C'est chaud. Enfin bref, nous on n'a pas trop aimé, voilà, je sais pas si vous avez un autre truc à dire. Moi je me dis juste que s'ils avaient viré l'intrigue mafia, dont on n'a pas forcément grand chose à faire, le film aurait pu prendre plus de temps de développer certains personnages, et voilà, appelez-moi pour le 2e volume. Je cherche un travail, hein, c'est jamais. Je sais pas si mon stage se finit fin juillet. Rien à voir avec le cinéma. Ouais, Rien du tout. Vraiment, abstiens-toi la prochaine fois. Regarde les films la prochaine fois. Donc on va passer à la suite. Je vous propose qu'on passe à la suite. Oui. Il y avait beaucoup de films dans le sondage du mois de mars. Et c'est un film français qui a gagné la 2e place. On aurait pu aller voir Projet Dernière Chance,
Voilà, le film, ce qui aurait dû se faire d'ailleurs. du film dans l'espace avec Ryan Gosling. Mais non, nous avons choisi Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli. Dans les années 20, deux amis, Jean Lucher et Otto Abetz, se battent pour la paix en Europe en œuvrant pour l'amitié franco-allemande. Mais quand vient la Seconde Guerre mondiale, ils sombrent peu à peu dans la collaboration. Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Il faudrait raconter comment on en est arrivé là. Voilà, donc un film super léger. Drop the mic. Film super léger, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, gros film, on va dire un gros film français avec notamment Jean Dujardin en tête d'affiche. J'avoue, le film a coûté combien pour l'interrogation? Ah, ça vous, Parce qu'en vrai. 3. Ah ouais. Non, 25 €. Ah, attention, attends. J'en sais quelque chose. Attention. Ouais, non, c'est la plus grosse production Gaumont depuis longtemps. Ok. Donc, gros projet pour eux. Gros projet et gros morceau de 3h19. Hein. Ouais. On mange bien. Angèle? J'ai bien aimé. Je suis agréablement surprise de ce film. J'ai passé un très bon moment. Alors, malheureusement, je l'ai vu à Versailles, donc entouré de gens extrêmement étranges qui, pour certains, ont chantonné des hymnes pas très... Hein? Attends, non, c'est vrai. Ça faisait des gestes de bras. À un moment, je sais pas si vous vous souvenez, vers la fin du film, ils chantent tous ensemble quand ils se planquent, quand les Américains arrivent. Ils chantent ensemble je crois que c'est l'hymne nazi ou un truc comme ça. Ah, mais... Et il y avait... Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais il y avait un monsieur à côté de moi qui a commencé à chantonner, genre il connaissait vachement bien les paroles. Je crois que c'est juste un chant de guerre, je crois pas que ce soit le chant Ok. de guerre. c'est un chant de guerre qui est plutôt orienté quand même. Il y a des recherches à faire. Oui. Sur cette chose, ça m'étonnerait pas que ce soit dans un truc populaire, quoi. Ok. Mais il a rien chanté d'autre pendant tout le film, quoi. Non, j'ai bien aimé l'acting de l'actrice, j'ai oublié son nom. Alors, le savez-vous, c'est la fille de Léo Scarax. Non, c'est vrai? Si. Ah, Ok. Voilà, Des ils ont la baby. même tronche. Ah ouais, putain. hein. Je vois pas la tête de Léo Scarax. Nastia c'est- Golubeva. Ok. Carax, du coup. Hein. D'accord, elle a pas joué dans énormément de trucs avant. Enfin, moi, Non. je l'ai pas vue. Mais elle a 21 ans. Hein. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Ah, elle fait plus. 2005, je crois. Ah non, mais c'est pas possible. Non, j'ai trouvé... Alors déjà, j'avais très peur d'y aller parce que 3h19 un lundi soir, après une longue journée, j'y allais un peu à reculons, un peu comme tout le monde avec The Bride. Mais j'ai trouvé que en termes de narration, c'était plutôt bien dosé cette fois, contrairement à The Bride, justement. J'ai bien aimé Jean Dujardin. Je l'aime pas dans tous les films que je vois de lui, mais là, j'ai trouvé qu'il était assez convaincant. Et sinon, quoi d'autre? Non, mais... il y avait beaucoup de pain. Beaucoup de pain, ça j'ai le droit de le dire ou pas? Oui, bah oui. Beaucoup de pain. Et... C'est pas censuré. C'est pas censuré. Ouais, ok. Tu peux y aller à fond. Ah bah, sacré boulard pour Otto, voilà. C'est bon, dose. Mais oui, mais dose. C'est quoi ça? J'ai bien aimé le fait que on a beaucoup de films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, des films français, et j'ai bien aimé le fait que justement ça parle des gens qui étaient pas avec la résistance. Bah, à peu près en même temps, il y a les enfants de la résistance qui sont sortis, et du coup j'ai bien aimé que du coup un peu deux salles, deux ambiances finalement, Ah ouais, là, c'est et de marrant. montrer que certains Français étaient du coup Des pas- sales merdes. Voilà, Mais dis ça, bien. J'osais pas le Ils dire. étaient pas vraiment français. hein. Les takes qui sont désastreux. Ouais. Vas-y. Moi, je suis un peu moins emballée que Angèle, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Moi, j'ai trouvé que le film est très long. Ça se ressent pas trop, ça va, mais en vrai, au bout de la première heure et demie, ça commence un petit peu à prendre en longueur, mais la première heure et demie est très sympa et le film est très bien joué. Pareil, je te rejoins, sauf l'actrice principale. Du coup. Je trouve qu'elle surjoue un peu, mais par contre, le reste des acteurs, c'est vraiment top. Et voilà, et non, en fait, pendant tout le film, j'étais en mode, est-ce que c'est éthiquement juste tout ce qui se passe, enfin tout ce qui est raconté, en mode de prendre le point de vue des collabos, en mode de les montrer en tant que victimes un petit peu de tout ce... de Ah tout ce oui qui et est non, là. je suis pas forcément d'accord, ça. Hein. Je trouve pas forcément qu'il les place en tant que victimes. Ouais, mais en fait, c'est tous les trucs de violence qui se passent dans le film, c'est que à eux que ça arrive, tu sais, en mode, tu vois pas les autres violences trop, c'est vraiment les... Et du coup, enfin, moi j'ai trouvé que ça les plaçait beaucoup en victimes, mais après
Enfin, il fallait aussi montrer ce point de vue-là. Enfin, tu pouvais pas y échapper, quoi, qu'à la fin de la guerre, bah oui, forcément, les collabos allaient s'en manger plein la gueule. Mais voilà. Mais le point de vue est intéressant. Je savais pas trop quoi en penser, en fait, à la fin. En même temps, c'est un, comme dit, c'est un gros morceau, Ouais, et c'est surtout, ça. tu prends le temps de le digérer. Et c'est vrai que, comme l'a dit Angèle, moi, j'avoue, j'ai pas souvent vu ça en France. Des films sur plutôt collaborationnistes, parce que eux, collabos, c'est directement ceux qui ont travaillé avec le régime allemand, et collaborationnistes, c'est dans l'idéologie, plutôt. Du coup, là, c'est plutôt idéologiquement, par la presse. Mais c'est vrai que, moi, vers la fin, pareil, je savais pas trop quoi en penser comme Kitri, parce que, combiné à durée de ouf, plus point de vue un peu original, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai que à la fin, t'es un peu en mode putain, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal d'avoir fait ça? Est-ce que. Enfin, voilà. Et puis surtout, le film montre un point de vue des collabos, enfin, surtout avec Jean Dujardin, qui est en mode. Jean Dujardin qui, quand même, se positionne. Moi, je suis pas antisémitiste. Je suis pas antisémitiste. Non, antisémite. Je suis antisémitiste. J'ai fait un AVC. Je suis pas antisémite. Je suis pas antisémite. Et pourtant, je suis collabo. Mais je suis collabo pour d'autres raisons que l'antisémitisme. Ouais. Et alors que bon, dans la réalité... En fait, ils en parlent un peu dans le film, parce qu'à un moment, il y a une espèce de scène où, du coup, ils parlent de l'antisémitisme, et il y a un des personnages qui dit que il y a je crois que c'est Abet, il me semble, qu'il y a un antisémitisme de fond en France, ou culturel en tout cas. Ouais. Du coup, je pense qu'il y a aussi ce contexte-là de l'époque, où en mode, les juifs étaient pris pour cible depuis des décennies, tu vois. Et du coup, le nazisme a surfé sur la vague. Voilà. Donc moi, j'avoue, j'y crois à ça. J'y crois au fait que il est en mode... je suis pas moi, je pense qu'il y a aussi une dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait vraiment, tu vois. Parce qu'il est en mode, je suis pas antisémite. À la base, ce mec, c'était un mec de centre-gauche, on va dire, qui a défendu Léon Blum. Donc t'es en mode, qu'est-ce que tu branles, mon ref, tu vois. Et finalement, il joue le jeu des nazis. Oui. Donc j'avoue, moi j'y crois. J'ai pas trop de problèmes avec parfois un peu les dissonances du film, parce que c'est des gens en fait qui ont vraiment profité de la situation en France et de l'occupation allemande à Paris pour s'en mettre plein les poches en fait. Oui. Mathieu. Ça se dit les termes. Non, moi j'ai bien aimé aussi. C'est dommage, le film, il y a quelques défauts qui font que il n'est pas exceptionnel. Moi, j'adore la Seconde Guerre mondiale. Non, je trouve que c'est une période hyper fascinante. Tu dois être ravi de ce qui se passe en ce moment-là. Oui, de manière générale. Je trouve l'époque trop fascinante. Et le fait qu'à la fin, tu te poses la question de est-ce que c'est mal ou pas d'adopter ce point de vue, je trouve c'est dommage. Parce que pour moi, en diabolisant... les collabos, mais je vais même aller plus loin, les nazis, on s'empêche d'accéder à cette vérité de l'époque. Non, mais c'est juste que le film met... Attends, je reviens sur la phrase parce que ça peut être interprété bizarrement. Mais tu veux dire ça parce que dans le sens où en s'empêchant de comprendre un peu les motivations, on se met des œillères, c'est ça que tu veux dire ? En mode de pas mettre d'empathie envers ces gens-là. Ouais, c'est ça. Non. Ce que je veux dire, c'est par exemple... les collabos, on pense tout de suite à un collabo qui dénonçait les 10 juifs qui se cachaient dans la cave. Les collabos, c'était aussi des mecs qui étaient persuadés, certains, que pour arrêter la guerre, pour empêcher que Paris soit en ruine, en fait, il fallait serrer la main de Hitler. Et c'est pour ça, et c'est à cause d'eux aussi qu'il y a eu des trucs horribles et qu'il y a eu... par la suite, la rafle du Veldiv, qui était un peu quand même 100% française. Ouais. Mais bref, et le film est du coup hyper intéressant, et même dans ce truc où il les victimise, limite à certains moments où ils sont vraiment posés en truc, c'est hyper intéressant parce que ça te fait questionner toi-même sur, mais quand même, c'est des collabos, tu vois, et à quel point ils méritent ce qui leur arrive. Bon, les 3h15 se ressentent un peu quand même, hein. Ouais. Mais bon, je trouve le genre du film historique fait que tu l'acceptes assez facilement parce que dans tous les cas, tu te laisses porter en fait. De base, ça va un peu quand même dans le contrat. Jean Dujardin, je suis trop d'accord, moi je trouve il s'en sort trop bien.
Surtout le choix de l'acteur est incroyable, parce que Jean Dujardin, c'est quand même notre français à nous, quoi. ouais. C'est quand même le bon français point JPEG. Donc ça fait que le faire jouer à un collabo, je pas avoir trouve, peur, quoi, en fait. voilà, faut pas avoir peur, et je trouve c'est un très bon choix, et je trouve il s'en sort extrêmement bien. Et il rajoute la complexité qu'il faut à son personnage. Voilà. C'est sûr que dans les points un peu négatifs, il y a quand même des longueurs, notamment sur le film qui fait des virages un peu sur les maladies des personnages, où tu t'éloignes un peu de ce qui peut, moi, personnellement, m'intéresser. T'éloignes un peu quand même. C'est une métaphore. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr, mais la métaphore, elle J'ai est pas filée, compris quoi. la métaphore. La métaphore, elle est filée et elle est longue. Voilà, l'actrice, je trouve aussi, elle s'en sort très bien, mais il y a quelques scènes, on pense tous au même, où elle est limite dans le surjeu, tu vois, c'est un peu perturbant, mais de manière générale, elle s'en sort très bien. Et à titre très personnel, le film, en fait, pour moi, a perdu un petit peu de son intérêt vers sa moitié, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était comment un mec de centre-gauche qui est pacifiste, qui a vécu la Première Guerre mondiale et qui veut absolument éviter ça, comment il sombre pour finir collabo et au final faire la propagande nazie. Et c'est sûr qu'au bout d'une heure et demie, il est dans le système et c'est fini. Et en fait, tu comprends qu'en ne posant jamais aucune limite, en fait, le gars, parce qu'il y a une scène trop intéressante où du coup Hitler a attaqué la France, alors que toute l'heure ils l'ont passé à dire il va pas faire la guerre, parce qu'à l'époque ils pensaient vraiment pas qu'il allait faire la guerre, enfin pour eux c'était vraiment absurde. La guerre elle est là, et en fait ils sont quand même en mode faut continuer le dialogue, parce que maintenant faut sauver la France. Ouais. Et t'es en mode mais là on va jusqu'où comme ça, genre, C'est ça. Et en fait c'est pour ça que le film est quand même super intéressant. Voilà, et j'ajouterais juste quand même en défaut la fin, la dernière scène que je trouve mais hyper pompeuse, où du coup c'est le réal de la jeune Léonide Mogui. voilà exactement, qui revient, et en fait alors qu'il dit en fait c'est trop bizarre parce que tout est à un moment il lui dit là je spoil la dernière scène, mais il lui dit que toute sa famille en fait elle a été déportée et que personne n'est revenu. Elle répond je suis désolé, vraiment je t'assure que je savais pas. Il lui dit est-ce que t'as cherché à savoir. Ouais. Le film aurait pu faire écran noir, tout est dit, enfin je veux dire c'est Là, terminé il dit un quoi. dernier truc. Et il rajoute un truc, mais faisons un dernier film ensemble. Mais ce qui nous reste c'est le cinéma. Et je crois même il le répète. Et t'es en mode non les gars mais vous êtes fous Mais quoi. c'est vrai qu'en plus la phrase qui sort c'est banger, parce que du coup ça remet tout en perspective. Mais c'est super, tout est résumé, tu vois. Enfin, Ouais, tout c'est ça, tout ce collaborationnisme là est résumé. Et putain, il rajoute cette phrase mais hyper pompeuse. Tout ce qui nous reste, c'est le cinéma. Attends, putain, les gars, c'est pas nécessaire. Mais ça, bon, c'est très personnel. Je comprends l'idée en vrai. Ah, je comprends l'idée, c'est juste le mettre à ce moment-là. Enfin, j'ai trouvé ça maladroit. Mais après, franchement, c'est des trucs. Il fallait finir sur une note joyeuse. Voilà, ça, note bon, porteuse d'espoir. Voilà, de manière générale, le film est très intéressant, très bien fait, sans pour autant révolutionner le genre, voilà, sans pour autant, ça reste un film utile, qu'il faut soutenir, parce que effectivement, ça touche quand même un truc hyper brûlant. Attention au terme soutenir. Parce que j'ai des dossiers à... Ah ouais. Oui. Pourquoi ? Je vais juste dire ce que je pense du film, et après on en parlera, parce que c'est quand même... ça fait un peu de bruit dernièrement. Moi j'aime bien le film, sans plus non plus. Je trouve que c'est un bon film français et tout, comme on sait bien les faire, j'ai envie de dire. Je partais du postulat que c'est vrai que cette idée de faire un film sur des collabos / collaborationnistes français, c'est dur, tu vois. Il faut savoir où mettre le curseur pour éviter de tomber dans la complaisance et machin. Et finalement, après avoir vu le film, moi je salue tout à fait l'idée de faire ça, parce que c'est un truc qu'on voit pas. En tout cas très peu souvent. Et malgré le terrain glissant, on tombe jamais dans ce truc de « Ah, les pauvres, quand même ». Les pauvres, je trouve en tout cas. Voilà, ça peut mettre un peu mal à l'aise parce que des persos sont horribles, ils font des choses horribles, discutent avec des dignitaires nazis affreux. Mais c'est vrai qu'à la fin, moi j'étais un peu en mode est-ce que c'est normal que j'ai un peu pitié d'eux ? Parce que vraiment, à la fin, évidemment, ils se font bolos par les Alliés, parce que les Alliés reprennent du coup la France.
Et du coup, Jean Lucher et sa fille, Corinne Lucher, se font retrouver alors qu'ils essayent de fuir le pays. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de scène de lynchage où en gros ils se font choper par une espèce, peut-être une petite sorte de division. milice, quoi. Une espèce de milice. Et du coup, il les retrouve et lui, il l'enferme dans un espèce de camion et elle, ils la font marcher jusqu'à un peu épuisement en sautant de sa gueule, voilà, machin. Et c'est vrai que là, j'étais en mode putain, en vrai, c'est dur à regarder en fait parce que vraiment c'est une humiliation. Et après tu l'as dit, non mais en fait ils ont fait des trucs affreux, ces gens, ils ont fait des trucs affreux. Et j'étais en mode, est-ce que c'est... En fait ça m'a fait vachement me poser de questions sur moi et sur mon rapport à ces images là. Et ça, j'avoue, ça n'arrive pas souvent. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Et moi j'aime bien cette scène de fin avec Léonide Mogui, sauf peut-être effectivement la dernière phrase. Ce qui nous reste, c'est le cinéma Corinne. J'étais en mode oui. Effectivement, en soi la boucle est bouclée, tu vois, mais c'est vrai que j'étais un peu en mode bon là c'est peut-être un tout petit peu too much, quoi. Le propos méta est perturbant parce que jusqu'à ce moment-là il laissait complètement le film parler de lui-même, c'est ça, ce qui fait que vraiment à un moment t'as ce truc qui arrive et t'es en mode mais qu'est-ce qui te prend à faire ça, quoi. D'un coup c'est bizarre, alors que tout le film t'as un recul incroyable, ce qui est logique vu le propos, et là tu te permets ce commentaire, bon, je sais pas, ça fait vraiment bizarre par rapport au ton du film aussi, quoi. Ouais, mais moi il y a juste peut-être un truc qui me fait un peu souffler, parce que en vrai je suis d'accord avec toi, parce que moi perso au bout de la première moitié / deuxième tiers, je trouve qu'il y a un petit ventre mou. Angèle, je sais pas trop ce que t'en penses parce que t'as bien aimé le film. J'ai dormi. Putain, mais vas-y. À quel moment à peu près, parce que mais je pense au bout de après la première moitié, au bout des 2 tiers, où vraiment en fait les scènes de fête commencent à s'accumuler. C'est quand elle tombe malade aussi. Ils boivent coupe sur coupe de champagne et c'est scène de fête. Quand elle rencontre un peu le mec avec qui elle va se marier, espèce de gangster. Lui, j'avoue, à ce moment-là, j'ai quand même un peu regardé ma montre. Mais oui, je vois. J'avoue, c'était pas le moment qui m'intéressait le plus, donc je pense que j'ai sélectionné un peu ce que j'ai aimé dans le film et je me suis dit l'ensemble était top, mais ça fait peut-être partie des scènes qui en effet ont pas trop retenu mon attention. Ouais, ok. Et il y a aussi un autre truc, parce que c'est vrai, moi aussi j'ai regardé ma montre, je l'avoue. Je confesse. Oui, je confesse. C'est que... Not real cinéphile. Ah là, merde, non, putain. Moi, il y a un procédé qui court pendant tout le film, dont je suis personnellement pas très fan. C'est la voix off. La voix off de Corinne Lucher qui prend tout le film et qui parfois t'explique un peu. Je suis pas hyper fan. Et en fait... c'est vraiment à titre personnel, c'est vraiment les voix off ça me saoule un peu, mais là je vois totalement l'utilité parce que c'est pour montrer la dissonance entre elle, ce qu'elle dit, donc ce qu'elle raconte dans ses mémoires entre guillemets, dans un qu'elle s'enregistre, voilà, c'est ça, et donc elle raconte sa vie machin, et en fait il y a une dissonance entre ce qu'elle dit et ce que les images nous montrent en fait, et c'est vraiment en fait elle comprend, enfin le personnage ne sait pas ce qu'il a fait de mal, enfin vraiment il ne sait pas, il ne se pose pas la question. Et donc moi j'avoue la voix off au bout d'un moment je suis en mode oui bon allez. Pareil que Mathieu, il y a des scènes un peu que je trouve too much de la part de du coup l'actrice principale. C'est voilà la scène où le gangster lui dit Corinne, je crois que je t'aime. Et elle est en mode mais ça va pas te m'aimer ou quoi? Je l'avais oublié. Oui, complètement. Ah non, ça c'était affreux. Là j'avoue ça m'a un peu cringé. Mais sur le papier la scène elle marche, je trouve. Enfin tu comprends et tout, c'est vraiment dans ce jeu juste elle où... surjoue un petit peu quoi, c'est... ça part vite, quoi. C'est vrai que mais ça va pas te m'aimer ou quoi, là j'avoue j'étais en mode... En fait j'ai imaginé cette phrase écrite sur le script et j'étais en mode... Mais voilà, dans tous les cas je trouve que c'est un bon film français. C'est vrai que je le regarderai pas tous les week-ends parce que voilà, parce qu'une fois c'est bien, mais voilà, je pense que c'est un film qui est peut-être, sans dire utile, je vais dire intéressant. Oui. Et je trouve que le film, à part la dernière phrase en mode il nous reste le cinéma, Corinne, voilà, aurait pu être beaucoup plus lourdingue dans son écho avec l'actualité. Mais je pense que non, il est resté très subtil en soi. Et en fait, je trouve que c'est bien dans le contexte actuel dans lequel on vit, c'est intéressant de faire un film comme ça. Et c'est vrai qu'il aurait pu appuyer les rêves, appuyer les trucs, machin. Oui, j'ai collaboré avec Sarah Knaf. Et du coup, je vais juste parler ces fameux dossiers. Ça c'est... C'est quoi les dossiers c'est avant même que Mediapart l'ait sorti. Là c'est Jupart qui va sortir. Non, c'est l'Humanité, c'est sorti il y a 2 semaines en vrai. Mais... Bon. Du coup, il y a un régisseur d'extérieur qui a travaillé sur Les Rayons et les Ombres, qui a témoigné dans l'Humanité
des conditions de travail atroces dans lesquelles se sont déroulés le film, avec des heures sup non payées, une ambiance toxique de ouf, machin. Et il raconte en gros que... Et ce mec, c'est pas un random, hein, c'est un mec qui travaille depuis 20 ans dans le milieu. Et en gros, il explique que surtout les comportements de Giannoli étaient assez insupportables et assez toxiques. Et il raconte qu'il a fait une lettre, une à la prod, donc à Curiousa, et une à Giannoli lui-même. Voilà. Et Giannoli n'a pas répondu, mais il a essayé de convaincre des gens pour dire que ce mec, du coup ce régisseur, disait des trucs calomnieux qui étaient faux, machin. Voilà. Et au final, Giannoli a réussi, entre guillemets, à convaincre entre 20 et 30 personnes pour signer une espèce de truc de soutien en mode oui, les propos de ce régisseur sont calomnieux, machin, ils disent n'importe quoi. Et ce régisseur l'a su et le dit en disant bah, c'est des personnes que je connais qui se sont plaintes du comportement de Giannoli sur le plateau, qui ont sûrement dû être peur d'être blacklistés par la suite. Voilà. Et le régisseur dit surtout un truc, c'est que pendant les formations visant à prévenir les VSS sur les tournages qui sont rendus obligatoires par le CNC, Giannoli est arrivé, les mains dans les poches, les écouteurs dans les oreilles, et n'a rien écouté et faisait que de râler contre, je cite, la pensée woke. Voilà. Choc barre. Ouais. Voilà. Et le nombre de personnes qui ont dû sombrer dans le tabagisme passif. Ah non, mais, Sur ce les plateau. cancers qu'ils ont dû provoquer là, tous. C'est vrai que le nombre de clubs fumés par les persos dans ce film, c'est assez... franchement, c'est goûté. Genre, vraiment, je pense à chaque scène, il se crée une clope. Fume, genre, ouais. Question, parce qu'on parle du jardin, on parle du jardin, mais est-ce qu'il y a que moi... Oh là Non mais Otto, j'ai déjà dit qu'il a un sacré petit Non, noir. c'est pas ça que je veux dire. On me pique pas mes Est-ce qu'il y a idées. que moi qui, des fois, en fait, dans ce film et dans plein d'autres films de jardin, voit un peu... Brise de Nice. Oui. Ouais, bien sûr. J'ai vu un commentaire Non. Letterboxd qui disait brise de milice. Ça m'a fait trop rire. Ou alors c'était toi qui me disais que t'avais vu SS 117. Genre du jardin dans OSS, mais il perd peu à peu le haut. Ouais, ah putain. Et sans transition, un personnage dont on n'a pas trop parlé, c'est Otto, J'allais dire. que j'ai énormément aimé. Donc j'ai beaucoup aimé. Oula. Non mais attendez, non. Voilà, c'est ça. Mais alors, j'avais oublié, parce que j'ai peu de culture contrairement à Mathieu sur la Seconde Guerre mondiale, que ce mec était un mec très connu chez les nazis. Ouais. Et en fait, j'avais oublié du coup qu'on allait se taper toute cette déchéance en fait. Et j'ai trouvé que c'était très... Enfin, j'ai adoré en fait la scène du début où ils sont en meeting et que le mec a l'air vraiment d'être le mec qui mange vegan, super chill, genre moi je suis là pour unir les gens et tout machin. Et moi je me suis dit ça c'est un bon Ils sont ça. pas en meeting, Ça, ils sont c'est juste un avec bon. leur association, ils sont juste en mode les gars, voilà, ils sont avec leurs potes, genre leurs Oui. potes d'association, ils sont pas en Oui. meeting. Non mais politique, quand attention. je dis meeting, mais j'ai un problème avec les mots, tu sais, c'est comme je sais pas ce que ça veut dire non plus. Oui, c'est Mais vrai que cette première scène est vraiment très bien. J'ai bien aimé le perso dans le fait que il soit ça soit encore plus fort. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais autant les Luchères, tu les accompagnes du début à la fin, mais lui, en fait, parfois tu le vois pas pendant genre 20 minutes et il ressort et tu sens ça s'est marqué sur son visage. Le travail du comédien est exceptionnel. Ouais. Vraiment, il s'enfonce dans la noirceur de toute son âme est bouffée par les nazis et tout. Et toi, ton avis sur les persos sulfureux? Je les mets au même rang que n'importe quel film avec un anti-héros, quoi. Enfin, c'est des films qui te questionnent sur ta morale, qui questionnent sur l'humanité de manière générale. Mais là, en plus, ça touche un truc de notre histoire, en plus, où en France, on est toujours pas à l'aise avec ça du tout. Mais non, hyper intéressant. Et du coup, ta question me permet de revenir là sur ce truc où en fait le film fait un truc génial et c'est comme moi ça m'a fait penser à l'Armée des Ombres, je sais pas si si vous l'avez vu ou pas, mais qui montrait la noirceur côté résistant et du fait qu'ils étaient obligés parfois de faire de s'abaisser aux pires crasses, quoi, exactement, d'utiliser les outils de leurs ennemis pour les vaincre. Et là, c'est un petit peu pareil, je trouve. C'est un petit peu l'autre face où, du coup, je trouve quand même t'as la clarté un petit peu des collabos, quoi. Et de toute façon, le personnage de Jean Luchère, il est hyper intéressant parce qu'il reste complexe jusqu'à la fin.
parce que d'abord, bon, il a conscience que c'est pas bien ce qu'il fait, et surtout, il y a des scènes quand même qui sont hyper dures. Je pense à la scène où il crame les résistants en train d'imprimer leurs affiches, il les laisse partir. En fait, ce type-là, il sait que moralement c'est mal ce qu'il fait. Il va jusqu'à aller à un meeting de SS à la fin en plein Paris. Tout le monde applaudit, c'est le seul qui applaudit pas, quoi. Si, C'est le il seul applaudit, jusqu'à mais la il se lève fin. pas. Il applaudit, mais il se lève pas. Jusqu'à la fin, il est mal à l'aise, quoi. Tu le Ouais. vois que c'est pas son monde. Il est obligé à un moment de dire qu'il est antisémite parce qu'il comprend que là, il est complètement à contre-courant. Parce qu'il y a une scène avec Mais Louis-Ferdinand Céline Bah oui. Ouais, qui bien est- sûr. qui est Ah, mon Dieu. horrible. Mais il le pense absolument pas, quoi. Enfin, ça se voit que le gars, il est juste pris dans une vague. Il a le doigt dans Incroyable. l'engrenage, en fait. Mm. Et en fait, c'est ce que je suis en train de regarder. Et les Réelles Maisons ont fait un excellent démarrage. Hein. Ok. Il est deuxième du classement hebdomadaire à Paris. Ok, Ok. c'est bien. C'est bien. Ça, Jean Dujardin est encore un petit peu bankable. Ouais, C'est bien. dans la course. Ouais, c'est ça. Nous allons passer au film choisi par la titulaire. Ah, c'est toi. Car c'est moi. C'est moi. c'est Voilà. Alors, du coup, comme à chaque épisode, on choisit la roue du hasard décide qui choisit parmi Mathieu, Kitri et moi, qui sommes les membres permanents, un film pour cet épisode. Et après AI, Intelligence Artificielle en janvier, Better Man en février. C'est à mon tour. Et j'ai choisi un film grotesque à mes yeux. C'est Incendie de Denis Villeneuve. Lorsque le notaire fait la lecture du testament de leur mère, Nawal, à Jeanne et Simon Marouane, les deux jumeaux sont sidérés de se voir remettre deux enveloppes. L'une destinée à un père qu'ils croyaient mort et l'autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Sur du testament devant ses deux enfants. Jeanne, cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Bon, j'avoue, je vais commencer vite fait en expliquant pourquoi j'ai choisi le film. Pourquoi? Parce que je le trouve incroyable. Et j'avoue, j'ai un problème avec le choix. Voilà, de manière générale, dans la vie, je sais pas trop choisir, prendre des décisions et tout. Du coup, pour m'inspirer, j'ai regardé dans mon classement Letterboxd, dans les films auxquels j'avais mis 5 ou 4,5, ou voilà. Parce que j'hésitais entre plein de trucs, genre j'hésitais avec Birdman, j'hésitais avec J'ai perdu mon corps, parce que je me suis dit que les films d'animation n'en avaient pas encore parlé. Et je me suis arrêtée sur Denis Villeneuve. Parce que je sais que Denis Villeneuve, c'est un réal qu'on aime tous, et toutes plutôt beaucoup. Qui est très de notre génération. Voilà, et en tout cas dans notre groupe d'amis, notamment avec Dune, qui a fait l'effet d'un séisme quand Dune 2 est sorti en salle il y a 2 ans maintenant. Lisanne El-Gaïb. Lionel Gaïb. Et après, en fait, j'ai vu que Incendie, personne n'avait vu Incendie sauf moi. Et là, je me suis dit, je peux plier un classique, et je peux enfin réunir les foules, parce que AI avait divisé, et Better Man avait... pas divisé, mais bon, il y en a un qui était fan absolu. Pas convaincu. Et là, je pense que je peux le dire avec voilà, toute l'humilité que j'ai et qui me représente. J'ai d'être ça. Voilà, j'ai d'être ça, voilà. Et parce que voilà, je le dis d'avance, tout le monde a apprécié, voire beaucoup aimé ce film, tout en ayant des expériences de visionnage et de connaissance du film très variées. Je peux me lancer. Non, c'est super le film, il est incroyable. À regarder comme ça, il est sorti quand 2010. 2010, bon, 16 ans après, évidemment, on a le regard sur la carrière énorme, déjà, de Denis Villeneuve. Donc forcément, on a un peu ce regard biaisé quand même au début, où tu regardes les plans et tu fais « Oh, c'est Denis Villeneuve derrière la caméra Ouais. ». Ça empêche au début un petit peu quand même de se projeter, mais bon, le film, bon comme il est, se libère tout seul de ça. Non, le film est d'une force incroyable. Il faut le voir quand même, hein. Il faut le voir ce film dans sa vie, parce que putain, c'est très très lourd comme sujet, sans être pour autant déprimant. Tu finis pas non plus, tu finis choqué, ça aucun doute. Moi j'ai pas forcément fini triste. Non, c'est pas triste, mais ça te Ça te met un petit coup, quoi. Hein. Ouais, ça te bien sûr. fout descendre d'organes, quoi. Ouais. Mais non, c'est hyper intéressant. Les thèmes jusqu'à la fin, en fait, sont hyper intéressants. Évidemment, t'as un cliffhanger qui est dingue. Et je savais qu'il y avait un cliffhanger.
j'avais connaissance de même l'image de fin, ce qu'il y avait, etc. Et jusqu'à la dernière minute, T'as rien deviné, ouais. je me demandais, mais qu'est-ce que ça va être, et effectivement, t'as le cliffhanger et tu fais, waouh, putain la vache. C'est des claques, hein. Si je peux me permettre, on ne dit pas cliffhanger, on dit plot twist, c'est autre chose un cliffhanger. Et ce doigt, tu le vois là, le doigt là. T'as un master, Mathieu, en cinéma, putain. C'est vrai. Tu connais rien en fait. Mais vas-y, je t'en prie, je ne veux pas te couper. Et non, il y a beaucoup de scènes quand même qui sont très dures, mais le film a un rythme exceptionnel, je trouve. Donc voilà, les acteurs et actrices sont incroyables. C'est dommage qu'on les ait pas revus ailleurs. J'ai pas vu un seul acteur ou actrice. J'avoue, je connais que ça de eux. Ouais, c'est dommage parce qu'il y en a qui sont vraiment incroyables. Puis effectivement, ça parle d'un truc hyper dur. Mais les sortes d'histoires en parallèle avec le présent, le passé, font qu'en plus, c'est beaucoup plus digeste. T'as été plongé là-dedans et bravo Denis Villeneuve, tu comprends pourquoi il a eu une carrière comme ça. C'est quand même incroyable comme film. Je suis très contente que tu dises ça parce que c'est vrai que les précédents films, à part le tien, t'étais un peu passé à côté quoi. Non, il faut conseiller ce film à absolument tout le monde. Tout le monde doit avoir vu Incendie au moins une fois dans sa vie. Angèle ? Alors, c'est à mon tour. J'ai d'abord lu la pièce de théâtre, donc j'avais connaissance du plot twist. Et je me souvenais plutôt bien de comment c'était raconté. Je pense que c'est très compliqué d'adapter des pièces de théâtre. Et là, je trouve que c'est un énorme banger. Parce que on se focus pas du tout que sur les dialogues. Et il y a vraiment un énorme travail en termes d'image c'est super impressionnant. Moi, la scène du bus, et je pense qu'on voit tous et toutes de laquelle je parle, est mon plus gros traumatisme 2026. On est qu'en mars, Angèle, il y a on encore est qu'en le mars, temps. Mais franchement, ça m'a vraiment marqué. Je repense à Jules et Kitra qui me disait non, il y a rien. Donc moi, j'ouvre les yeux et là, bam. C'est vrai que... un enfer. Ouais, aïe. Un mauvais timing. Vraiment. GG à la personne en charge du casting qui a fait un travail de ouf, surtout pour la mère et la fille, puisque quand même, on avait du mal à savoir qui était qui. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, elles se ressemblent de ouf. Je crois que c'était la même actrice qui jouait les deux rôles au début. T'es débile. Ouais, je suis complètement débile. Voilà, je savais vous le dire, je suis complètement débile. Voilà, j'ai passé un excellent moment. J'ai été très contente de le regarder avec d'autres personnes parce que ça a pu participer à mon enjouement. Parce que seule, je pense que j'aurais juste eu envie de me flinguer après. Parce que vous avez dit, on n'est pas triste après. Mais moi, la petite du bus, elle me reste encore en mémoire. Je suis super triste. Et je suis sûre qu'il y a plein de chiens qui sont morts pendant cette guerre en plus. Rien qu'y penser, ça me... Franchement, je sais plus combien j'ai mis, mais c'est... T'as mis 4,5. Ah ouais ? Ah non, ça en valait 5. Hein. Oh, je sais pas pourquoi. Non mais je sais pas pour qui je me prends en fait. Je vois pas ce qui peut manquer en fait. En termes de rythme, c'était parfait. En termes de plot twist, même quand tu savais ce qui allait se passer, ça te troue le cul quand même. Tout est parfait. Tout est parfait. La piscine. Ouais. Oh, la piscine. J'ai besoin d'en dire plus. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'ai adoré. Enfin, c'est vraiment magistralement bien filmé, alors que c'est à quel point c'est les débuts de Denis Villeneuve, il avait fait... En fait, il a fait Polytechnique avant, et sinon, je crois que c'est des films... des cours... ouais. Et il a fait 32 août sur Terre, je crois. Il a fait des documentaires aussi. Le film est magistralement bien filmé, que ce soit les timelines, parce qu'on passe du présent au passé, présent-passé, c'est très très bien géré, très très bien joué. En fait, tout est fait dans une sobriété qui est vraiment glaçante. En fait, ce film est presque un film d'horreur, vu la manière... vu comment il présente les choses, quoi. C'est super bien exécuté. Mais j'avais quand même lu une critique après le film sur Letterboxd qui disait... En fait, un peu comme Christopher Nolan, peut-être que Villeneuve a... Le C-word. Le C-word a été prononcé. Villeneuve a une approche un peu froide. Et un peu, c'est vrai qu'il y a un peu cette approche froide et à distance de tout ce qui se passe dans le film. Un peu comme a tendance à faire Christopher Nolan vis-à-vis des émotions de ses personnages. Un peu, voilà... Bon, je me dis... Est-ce que c'est... voilà, ouais, c'est ça, ouais. Vraiment. Why so serious? So serious. Mais je trouve que cette sobriété, cette froideur apporte quelque chose, dans le sens où
tu peux presque pas t'identifier à ce qu'ils sont en train de vivre, ces personnages, tellement c'est l'enfer en fait. En fait, je pense que toute l'horreur de ce film, c'est qu'en fait, c'est tellement horrible qu'on ne peut même pas ressentir ce que eux ressentent. Moi, c'est mon deuxième visionnage de Incendie et je n'avais pas du tout lu la pièce. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, pareil que Mathieu, le regard dans le vide après pendant 2 jours. La deuxième expérience, chez moi, sur ma télé, avec 3 autres personnes qui ne connaissent pas le film, et en fait, l'expérience collective d'Incendie, avec des gens qui ne l'ont jamais vu, c'est incroyable. Quand t'es la seule personne à avoir vu ce film et que tu le fais découvrir à des gens, c'est grotesque. Vraiment, je veux dire, c'est grotesque parce qu'en fait, je sais ce qui va se passer et juste je kiffe. En fait, je suis au ciné. Je regarde pas le film, je vous regarde vous. Du coup, je regarde vos réactions et tout. Et vraiment, c'est un plaisir. On parle bien du film où à un moment ils brûlent un bus avec des gens dedans et ils abattent une enfant. C'est ça le film. Ouais. Moi, j'aime trop cette. J'aime bien. Le dérapage. L'aspect sadique de Jus ressort. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce film que je trouve vraiment impressionnant, mais vraiment premier degré impressionnant, parce que je trouve que ça témoigne d'une maîtrise, mais qui est millimétrée. Et vraiment, je suis sûrement, mais le travail de réal est vraiment parfait. Je n'ai pas d'autre mot que parfait. C'est clinique, vraiment c'est clinique. Et je trouve que comme Mathieu, moi ce qui m'impressionne le plus c'est le rythme du film, et ça prend tout le temps, ça prend son temps, ça prend le temps de construire son récit, ça ne rush jamais le spectateur. Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être en mode c'est lent, en gros, c'est lent. Mais c'est contemplatif aussi, c'est en plus les décors sont superbes. Oui, les décors sont sublimes. Ça prend par la main lentement et ça t'amène jusqu'à la fin qui est vraiment absolument géniale. Et je suis très admirative de la tension qui se construit petit à petit. Et vraiment, moi, j'accorde énormément d'importance aussi à l'image et à la composition dans les films, la photo, etc. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Je trouve que chaque plan est composé, mais avec une réflexion derrière qui est incroyable. Des fois, j'avais l'impression de regarder des tableaux. Par exemple, quand ils sont dans la prison, où elle est assise sur une chaise et derrière elle, il y a le bourreau. Ah oui, le seau, elle et le bourreau. Ah ouais, cette diagonale, elle est magistrale, ouais. Je saurais pas quoi dire, à part regarder ce film vraiment, si vous pouvez, et que vous n'êtes pas trop déprimé ou un peu sensible, parce que c'est vrai que ça... Faut pas être dans un mauvais mood, on va dire. Et je trouve aussi un truc qui est vraiment bien, c'est que c'est jamais gratuit. Je trouve que le contexte, parce que du coup le film se passe dans le contexte, quand on suit le parcours de la mère, le film se passe dans le contexte du coup de guerre entre les chrétiens et les musulmans, dans un pays qui est pas nommé par ailleurs, mais on pense au Liban. Mais je trouve que c'est jamais gratuit dans la violence que ça compose, malgré le fait qu'il y a vraiment des scènes affreuses d'exécution gratos de famille, donc la scène du bus par exemple. Et je trouve que c'est jamais fait pour choquer gratos, genre vraiment en mode gratuitement, en mode regarde, t'as vu ça fait mal à regarder, t'as vu, je suis en mode non, c'est pas ça. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que c'est cette violence qui est condamnée. Il n'y a pas de prise de parti, c'est pas il y a les gentils et les méchants, y a pas, on s'en fout. En fait, on s'en fout, les chrétiens, les musulmans, on s'en fout en fait. En fait, on regarde les gosses, on regarde cette famille qui est prise dans un engrenage d'une guerre qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens, voilà. Et même les jumeaux, du coup, qu'on suit pendant une partie du film, qui n'ont pas grandi dans ce pays, qui n'ont pas grandi dans ce contexte de guerre, de religion, etc., sont quand même pris là-dedans. Et aussi, j'y ai pensé après coup, mais ça fait évidemment beaucoup de sens dans le contexte actuel au Moyen-Orient, avec l'Iran, notamment. Oui, c'est vrai, c'est Iran et même Gaza, Israël. Et moi, petit mot sur la musique. Ah oui. Voilà. Qui contribue à mon gros plaisir de ce film, car c'est la musique... il y a une musique qui revient 2-3 fois, qui est You and Whose Army, de Radiohead, notamment dans la scène d'introduction. Voilà. Scène d'introduction qui est magistrale, j'y repense là, mais exceptionnelle. Quel est votre client avec sa filmographie? Qu'est-ce que vous avez vu de lui? Et est-ce qu'il y en a un qui vous reste en tête? Voilà, bon, là, voilà. Lisan Al-Gaïb. Voilà. Lisan Al-Gaïb. Et si on enlève d'une d'eux? Premier contact. Un seul. Bah voilà, trop tard, Mathieu. T'as dit ta seule cartouche. Non, mais toute sa filmographie est hyper impressionnante, de toute façon.
Après, tu sens quand même, il était plus expérimental au début. Mais en fait, comme tu dis, Avec maintenant que j'y Emily, pense, mais- c'est très documentaire en fait. Il a une approche très. Ouais. En fait, ça fait vraiment penser au cinéma de. Bon, cinéma de Alain René, Nuit et brouillard. Ouais, ça fait vraiment penser à ça. Bref. Ouais, non, mais toute sa filmographie est tellement impressionnante. Puis maintenant, il nous tape une trilogie d'un truc, Ouais. d'un livre où on était persuadé que c'était impossible à adapter. Et il va te sortir la meilleure trilogie Of all du time. 21e siècle. Non, mais c'est... Non, mais il est incroyable. Est-ce que vous l'avez vu dans le vidéoclub de Combini? Parce que Non. parce que Ouais, j'ai dû voir. Parce que ouais. en fait, il est incroyable. Quand il parle de film, il est en mode bon, Xavier Dolan. Ah, mais oui, mais Xavier Dolan qui me casse les couilles. Parce que Xavier Dolan, il a fait son meilleur film à 19 ans plus tard. Je sais pas quel âge tu as, mais il me fait chier en fait. Il me fait chier, tu vois. Ouais, l'extrait, il est Xavier extraordinaire. Dolan qui lui répond dans l'autre vidéo Combini qui dit Denis Villeneuve, il me fait chier parce que c'est exactement le cinéma que je veux faire. Ouais, Quoi. ouais. Ah, j'adore. Mesdames, votre préféré de Monsieur Villeneuve? Bah, alors moi j'avoue que Prisoners en fait Prisoners mais enfin en plus j'ai même pas passé un bon moment devant Prisoners parce que j'étais stressée Ah, du ça, cul. c'est très- J'étais stressée en fait pour vous dire mon visionnage de Prisoners la fin j'ai zappais parce que je voulais savoir la fin parce que ça me stressait tu trop. rigoles. Genre j'étais en mode où est Hugh Jackman, où est-il, et genre je faisais +5 il est pas là, C'est il est vrai pas là. Ouais, du coup genre pendant 10 minutes j'ai fait +5 où est Hugh Jackman, tellement le film m'a stressée. Mais c'était un super bon moment. J'ai passé un moment à me chier dessus, quoi. J'étais très impliquée dans ce film. Mais génial. Enfin, oh là là. Alors, moi, c'est peut-être le mauvais moment pour dire que j'ai pas vu grand-chose de Denis Villeneuve et que jusqu'à il y a 5 minutes, je confondais Prisoners et Le Prestige. Et là, je m'en suis un peu rendu compte en vous écoutant parler. Ah putain, mais tu avais déjà dit ça la dernière fois. Je crois que ça me dit un truc, cette information là. Ouais. Et on a beau lui dire qui est qui. Voilà. Non, j'ai vu Dune 1 et 2. Dune 1 qui m'a un peu blasée, mais voilà. Et Dune 2 que j'ai vu avec vous. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Et ça m'a bien hypé, mais je suis peut-être un peu moins hypée que vous. Non, mais t'as un fan absolu en fait. Voilà, c'est ça. Comment concurrencer Mathieu? Non, Dune 2 voilà. est un film parfait. Genre, est-ce qu'on peut dire un truc négatif sur Dune 2? Oui. Vas-y, non, mais en vrai, je veux un défaut du film, genre. En vrai, peut-être qu'il y a des moments où l'image est trop blanche. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Genre, T'as regardé de travers, Léa ta Seydoux. gueule. Il est assez doux. Ouais, Incroyable. Austin Butler est pas assez beau. Ah, mais il est chauve. Ouais, C'est c'est ça, bien ce que je c'est ça dis. ton défaut. C'est bien ce que je dis, c'est bien ce Il que a je dis. May your knife Il- chip and Oh là là, shatter. et la bande-annonce de Dune 3. Oh là là, mais il va nous pondre un truc. ouais. Oh. Ouais, alors il faut pas. Non, attention. Attends, Oh, ouais, j'en ai rien attention, à ouais. foutre. Ok, J'en ai rien à ok. foutre, Parce que grosse moi j'ai peur que ça retombe un peu comme un soufflet quoi. Ouais. Jamais de la vie. Et moi, Chalamet, il me saoule. Ah ça y est, toi tu l'aimes toujours plus là? Ah non, moi il m'énerve. Après, je suis pas aussi. Je le déteste pas comme beaucoup de gens sont là en mode il devrait mourir. Alors, oula. Calmons-nous. Bon bah voilà, c'était Incendie de Denis Villeneuve. Et je suis très contente d'avoir fait un all-in un peu, hein. All-in. Et que ouais. tout le monde est bien aimé. Voilà. All-in, non. All-in, non, parce que voilà, ça change un peu de notre Des films de merde que les deux autres titulaires choisissent. Non, c'est pas ce que j'allais dire. J'ai dit que ça change parce qu'on est toujours très. Les deux films de merde. Oh, putain. Ouais. Non, mais alors la prochaine fois, je choisirai quelque chose de pire. Better On verra Man bien, 2. on verra bien. Non. Il va mettre Dune 2. Pitié. Donc nous allons passer au dernier film. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Avec nous, Mathieu. Toutes deux demoiselles. Ayant eu des amants très tôt, nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Exactement. Si on t'emmerde, Mathieu, par contre, hein, c'est la joie de Vous vivre. m'emmerdez un peu. Avec vos vous trucs de bonne m'emmerdez. femme, là. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, notre invité du mois, Angèle, a choisi le film. Je te laisse l'annoncer. Les Demoiselles de Rochefort de Feu Jacques Demy avec en musique Michel Legrand. Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine donne des cours de danse et Solange des cours de solfège. Elles vivent dans la musique et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Le grand amour. Et ouais,
Justement, des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Justement, des forains. Comme de par hasard. Ah ouais. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin. Bonjour Madame Yvonne. Ah, bonjour Monsieur Maxence. Alors, il l'a trouvé? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu? Son idéal féminin. Voilà. C'est elle. Qui a fait ce portrait? Je viens de te le dire, un militaire. C'est une histoire d'amour, je suppose. Que voulez-vous que ce soit? Maxence. Alors, il vous a traumatisé. J'ai vu un cri cycler dans ça m'a fait tellement rire. Bon, Angèle, je te laisse y aller. Attention, interdiction au tunnel. Et je te demande pourquoi tu as choisi ce film. Très bien. Alors, premièrement, depuis le début de ce podcast, je trouve que la filmographie est quand même vachement sombre. Donc, je me suis dit, avec Juliette, on en a parlé. Et vraiment, on s'est dit un petit peu, ouais, mets un truc un peu joyeux, genre qui chante, un peu joli, machin. C'est un de mes films préférés. J'adore les comédies musicales. Et je trouve que c'est la meilleure comédie musicale française de tous les temps. À jamais. À la vie, à la mort. Devant Emilia Pérez. Ah, maintenant que t'en parles. Putain de merde. Devant La La Land. Mais Il a pas compris. Non mais vous avez les rêves, ça fait plaisir. Devant Dune. Ah putain. Là, j'ai plus rien. Là. Donc, j'aime les films qui parlent d'amour, mais pas les comédies romantiques de merde comme ce qu'aime Mathieu. J'aime... Pas le perdu. J'aime les films qui font tout pour te faire croire que c'est une happy end, alors qu'en fait, c'est pas forcément quand on creuse une fin joyeuse. Et je trouve que Les Demoiselles de Rochefort représentent cette idée. Ah, j'aimerais bien savoir pourquoi tu dis ça, Angèle. Eh bien, je hein, vais développer. Je pense notamment à la romance entre Jane Kelly et Solange, qui se cherchent un petit peu pendant tout le film, qui se sont rencontrés au début du film, on va dire, et qui essayent de se retrouver l'un l'autre, et qui ont pour reconnexion une partition. Et cette scène de danse finale, quand ils finalement se retrouvent à la fin du film, est pour moi un véritable traumatisme, puisque des deux jumelles, Solange est la plus autonome, la plus celle qui dit les termes, on va dire. Voilà, la plus indépendante. Et va complètement se faire matrixer à la fin, et ça c'est représenté par la danse du coup, et c'est pour ça que je dis ça. Vous sentez le tunnel arriver? Mais non. Où elle est peu à peu conformée par les mouvements de Jane Kelly. Au début, elle essaye de proposer ses propres mouvements, et Jane Kelly va la coller, ça va se finir en portée, ça va se finir en tout ça. Et donc c'est une manière pour Jacques Demy, à travers la danse, de montrer qu'en fait, c'est une histoire d'amour qui va être très classique, là où on pouvait attendre quelque chose de beaucoup plus romantique. Leur rencontre étant quand même assez romantique, ça tombe vers quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est pareil pour le personnage de Maxence qui attend un idéal et qui ne le trouvera jamais. Et la question c'est, est-ce qu'à la fin du film, ils vont se rencontrer d'une manière ou d'une autre? Et moi, je vous le dis, les amis, je suis persuadée que Maxence, en ayant Delphine sous les yeux, ne la reconnaîtra pas. Ouais, je suis d'accord. C'est ma théorie, c'est mon empire romain. Ils vont se voir sur le pont, elle ne sait pas à quoi il ressemble, et lui, il ne va pas la reconnaître. Ouais, parce que son idéal féminin est une peinture, et il n'est pas une vraie femme. Ouais. Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. Et bien, il va continuer à chercher, et c'est en ça un personnage tragique toute sa vie. Il va la chercher. Putain, c'est un peu comme le lauréat en fait. Et oui. C'est un peu. Tu fermes ta gueule. Je suis désolé. C'est pas possible. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. C'est vraiment. Tu prends cette fleur tout de suite. C'est vraiment misogyne ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Tu prends toute la place dans ce podcast. C'est vraiment pas possible. Avec ton gros cul là. C'est grâce. Voilà, je ne tunnel pas plus. C'est Bah, ça alors, que je c'est. dis un peu, toi, ce que tu aimes du film. Dis-nous ce qui ressort. C'est-à-dire pour toi, si tu penses à une scène par exemple, ou à une chanson, tu penses à quoi? La scène où Delphine largue Guillaume l'Ancien au début du film. C'est banger. Iconique. Ouais. La manière de larguer son boug, qui est un En gros rimant. connard. Ouais. En rimant, en Alors lui qu'il coupant a un la flingue dans les parole. mains. Lui, il essaye de... C'est ça, il a un flingue, et c'est un film qui parle aussi de violences sexistes, qui parle de la guerre, à une époque où ça se faisait très peu. Tout ça en chantant, qui parle aussi d'inceste, et tout ça en chantant. Oui, Jacques Demy adore parler de l'inceste. Quoi? Avec Podane, mais aussi avec un peu de... Dame, Simon Dame et Solange au début du film, Ah ils sont oui. quand même, ils fricotent vachement.
Et c'est... Enfin, voilà. Ça tourne pas... Enfin, le film ne tourne pas autour de ça, mais il aime bien C'est évoqué, questionner genre. ça. Ouais. Voilà. Ok. Donc ça parle de choses tragiques, tristes, sombres, tout ça, avec des superbes décors, avec des petites robes toutes roses, et avec des rimes super slay, écrites par Michel Legrand et Jacques Demy. Est-ce que Jacques Demy aussi? Il dialoguise, donc oui, en fait, il écrit les premiers jets de chansons, ça fait rimer un peu, et ensuite t'as Michel Legrand qui vient corriger un peu le taf derrière. La petite question, Vas-y. est-ce que ils étaient ensemble, du coup, avec Jacques Demy et Michel Legrand? Et écoute, ça aussi c'est une vraie question, donc tout le monde sait ici que Jacques Demy était bisexuel, et que certes sa relation avec Agnès Varda, je sais pas s'ils étaient mariés, ça je sais plus. Donc je crois dur comme fer que Jacques et Michel on ken à de nombreuses reprises. C'est quoi ton problème? Gay power. J'écris actuellement des fanfictions assez explicites. Suivez-moi sur AO3. J'ai un compte. Arrêtez de faire la pub tout de suite c'est de vrai, vos c'est projets vrai. qui ne sont pas le mien en fait. C'est vrai. My bad. Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film incroyable. J'ai un rapport hyper personnel avec le film parce que moi, c'est mes grands-parents qui m'ont fait découvrir le cinéma, que ce c'est soit trop Star mignon. Wars ou Oula. que ce soit autre chose. La chute. Ils m'ont vraiment fait tout découvrir. Et non, en fait, ma grand-mère est fan des Demoiselles de Rochefort. Mais quand je dis fan, c'est genre vraiment... mais quand il y a les chansons, elle chante. Genre, c'est vraiment, tu sais, c'est ce genre de fan. Enfin, vraiment, elle connaît par cœur et tout, elle adore. Ce qui fait que je l'ai vu hyper jeune, ce qui fait que je l'ai revu, voilà. Et en fait, là, le revoir, hein, je peux pas me détacher de l'image que j'ai de moi enfant qui découvre le film. Et c'est incroyable, parce que comme tu dis, genre, effectivement, ça pétille, quoi. Ça pétille d'énergie, de couleurs, de musique, de tout ça. Ce qui fait que, par contre, je suis un peu biaisé pour juger le film, parce que du coup, j'ai ce rapport hyper personnel, quoi. Mais le film est forcément incroyable, les musiques, non mais pitié, Michel Legrand, mais le travail, le boulot que ce compositeur fait pour le cinéma français de manière générale. Et non, moi j'écoute encore très régulièrement la chanson de Maxence. C'est ta musique préférée? Mais C'est ta chanson préférée? du film largement. Ouais. Mais même elle retombe très très souvent dans ma playlist, elle est et je l'écoute, elle iconique. est incroyable. Genre, je la trouve incroyable, et à chaque fois qu'elle arrive dans le film, je suis en mode, putain, incroyable, c'est enfin le moment de la musique. Donc non, juste pour ces musiques, c'est incroyable. Effectivement, pour l'histoire et tout le propos, moi c'est surtout Maxence que moi j'aime bien, hein. Je trouve le truc intéressant effectivement, il cherche une femme qui n'existe sûrement pas, son idéal féminin. Moi je trouve ça beau. Et Ça parle surtout, d'amour. il ne la décrit que physiquement. Ah, Là c'est où en vrai, écho, ouais. elle chante sur le même air son idéal masculin, où elle le décrit que psychologiquement. Ouais. Non mais c'est très intéressant, c'est Jacques Demy, quoi. Et non, le film est trop agréable à regarder. Tous ceux qui l'ont pas vu, il faut rattraper ce classique. Il faut avoir la chance de le découvrir au moins une fois dans sa vie, parce que c'est trop bien, et voilà. Et on découvre Rochefort, qui a dû quand même, mais c'est vrai qui a dû revivre de ce Le film. tourisme, C'est j'y pense. ouf, hein. C'est ouf, parce que quand même tu vois Rochefort, et ça donne envie d'y aller. Ça donne envie, pas forcément d'y vivre, faut pas abuser, mais ça donne envie au moins d'y aller. C'est quand même un peu la ville des fous dans ce film. Ouais. Tu peux es me un permettre. fou aux quatre coins, placé stratégiquement. De manière générale, le film, en fait, il a un charme qui peut s'expliquer si vraiment on veut, mais en vrai, vaut mieux pas l'expliquer, je trouve. Il a tellement un charme unique. Ouais. T'as l'impression que c'est une espèce de bulle, quoi. Genre, tu entres Ouais, à c'est Rochefort ça. et OMG. Et alors, Ouais, c'est ça. anecdote, alors ça c'est tu de la es spéculation, instantanément sous LSD. parce que du coup j'ai fait des dossiers en licence là-dessus. Rochefort, et c'est avec ma mère qu'on théorise ça, c'est les gens qui s'aiment sont à Rochefort, c'est une sorte de bulle, un peu comme Brigadoon. Je sais pas si vous avez vu Brigadoon, c'est un... Oula, je vais complètement pas le pitcher, c'est pas le moment, mais c'est un peu la même idée, un village perdu au milieu de rien qui s'endort tous les 100 ans. Bah, Rochefort, c'est un peu la même idée dans ce film, et on en a remarqué à la fin du film, tous les gens qui n'ont pas trouvé leur âme sœur s'en vont de Rochefort. Et Solange, elle reste avec Jen Kelly. Et Yvonne reste aussi Yvonne avec reste, Simon puisqu'elle Dam. a retrouvé, voilà. Et c'est tous les gens qui s'aiment sont là-bas, tous les autres s'en vont. Et ils n'ont pas le droit d'y vivre, en fait. C'est un peu comme... c'est un peu magique. C'est top. Non, j'ai passé un très bon moment. Moi, voilà, j'aime beaucoup les comédies musicales de base. Voilà, je trouve que voilà, le film est super bien réalisé. La colorimétrie est top. Genre, c'est vraiment beau, quoi. Les couleurs sont magnifiques.
Les décors sont très beaux, les acteurs et les actrices sont très chouettes aussi. Et surtout la musique, mais c'est vrai que c'est vraiment magistral le travail de Michel Legrand dans ce film. Après, c'est vrai que j'étais... Mais parce que moi, j'ai pas la lecture de fan inconditionnel d'Angèle. J'étais un peu en mode, le film, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est tout ça pour dire que j'étais en mode, voilà. Mais après, c'est le parti pris du film, je pense, c'est être... t'as une légèreté, c'est vrai, t'as vraiment l'impression d'être dans une bulle où tout le monde respire, où tout n'est que joie, avec ce bataillon qui se balade de rue en rue, où tu entends le bruit des potes qui claquent sur le pavé. Pourtant, tout le monde est super content. Et c'est vrai que le film est très pop. C'est vrai que c'est une vraie bulle d'air. Et c'est vrai que je pense que quand tu le vois quand t'es petit, parce que moi, en fait, inversement, j'ai vu Podane quand j'étais petite. Je pense que le rapport que j'ai... Je t'aime tant. Tu as les rêves. Mais voilà, tout ça pour dire que le rapport que j'ai à Podane, je pense que c'est le rapport que t'as aux Demoiselles de Rochefort et toi aussi, Mathieu. Donc je peux totalement comprendre l'emballement, quoi. Voilà. Très bien. Bah moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, même. En vrai, c'est un film que je trouve, surtout quand dans le contexte de l'époque, que je trouve hyper virtuose dans le bon sens du terme. Genre, je trouve que ça veut montrer un peu, genre, regardez ma technique, regardez mes mouvements de cam, mais c'est trop bien fait, c'est trop stylé, et ça se la pète jamais, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça se la pète jamais. Les musiques sont super. Des fois, ils se tapent des kiffs, tu sais pas pourquoi. D'un coup, ils parlent en alexandrin autour d'une scène de dîner où ils parlent d'un tueur en série. Et au final, c'est un mec qui s'appelle Dutroux. Bon, bizarre l'ambiance. Hein. C'est un film qui est léger, mais qui, comme dit Angèle, qui a quand même certains thèmes un peu sensibles. Et parce que, c'est vrai, tout le monde est content, mais en fait, t'oublies pas que t'en as qui ont eu des gosses super jeunes et qui ont élevé les enfants toutes seules, les jumelles en pension, le gosse, je voulais pas du mari, donc j'ai élevé Boubou toute seule. Voilà. Mais là, je trouve qu'ils sont aussi effectivement très insouciants, c'est-à-dire « Ah, bonjour les forains, je ne vous connais pas, vous pouvez aller chercher mon fils à l'école, s'il vous plaît, merci. » À quel point t'as des parallèles en termes de thème avec les parapluies de Charmant? Parce que j'ai l'impression, en fait, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que les deux films, ils se ressemblent vachement. Alors, du coup, les parapluies qui est sorti 3 ans avant, je crois. Ouais, je me souviens qui a eu la palme à Cannes. Les prods voulaient qu'ils refassent la même chose. Ils ont dit à Jacques et Michel, genre, on veut les parapluies, tout ça. Et lui, c'était là, genre, non, pas du tout. Pour le coup, il a ses thèmes de prédilection qui sont toujours parler de choses sombres en musique. Oui, c'est ça. Mais là, pour le coup, je crois que les Demoiselles de Rochefort, ils voulaient vraiment raconter une ode à cette relation entre Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Le cinéma français, Françoise d'Orléac avait survécu à son accident de voiture. Ouais. Qui l'a tué du coup à 25 ans, je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, en allant voir l'avant-première des Demoiselles, Françoise d'Orléac fait une sortie de route et décède de son accident de voiture. Je n'ai pas vu le film. Non, c'est vrai, mais vraiment immense. Enfin, moi, je trouve actrice de fou. Enfin, moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je retiens beaucoup plus Solange que Delphine. En termes de personnalité, je trouve qu'elle est... elle dit un peu les termes, mais elle est vraiment en mode j'ai pas peur de le dire et j'y vais, tu vois. Pendant longtemps, j'étais d'accord avec ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un parallèle un peu inversé, où Delphine, dès le début, elle est vendue comme très naïve. Tu sais, dans la première chanson qu'elle chante toutes les deux, on voit vraiment les deux personnalités qui se distinguent un petit peu. Et en fait, la première chanson solo de Delphine, c'est quand même elle qui largue son mec, qui est là, j'ai plus besoin de toi et tout machin, je vais être solo. Et tout le reste du film, elle est solo, et certes, elle rêve toujours de l'amour, mais elle le fait de manière beaucoup plus mature, là où Solange va, elle, suivre un idéal tout du long et va à la fin se plier complètement à Jane Kelly et va rester là-bas. Et donc c'est une sorte de rapport inversé en fait tout du long où justement les archétypes sont inversés. Du coup, vos chansons préférées, à vous, mesdames, et même, c'est quoi, on va passer plus loin, votre personnage préféré? Moi, j'aime beaucoup la chanson de Delphine. Quand elle largue... Non, chanson de... Non, pas du tout. Non, c'est la chanson de Delphine qui décrit du coup son idéal à elle. Oui, je la trouve très très jolie. Et personnage, alors là, j'avoue que personnage, j'en aurais pas de préféré.
Il y en a pas un qui se distingue plus qu'un autre. Enfin, moi, les deux sœurs, voilà, Ouais, c'est ok. les deux sœurs que j'apprécie beaucoup. Et toi? C'est compliqué. Moi, je pense que Delphine, d'une certaine manière, parce qu'elle me fait beaucoup penser à ma maman, surtout sa relation avec les hommes. Ok. Ah. Elle aime les bâcher. Et j'ai hérité d'elle sur ce point-là. Et en termes de chansons préférées, en vrai, alors c'est un peu facile, mais c'est pas forcément une chanson, c'est un arrangement musical, on va dire, qui est le final, lorsqu'ils s'en vont, et qui reprend un peu tous les thèmes, mais dans une sorte d'harmonie super tragique. Et c'est aussi à ce moment-là, du coup, qu'il y a le croisement entre Maxence et Delphine, où tu dis ils vont se rencontrer enfin, et pas du tout. Et il y a ce truc un peu où tu t'en sors la gorge serrée. Et c'est pour moi la musique qui représente le plus tout le film, en fait. C'est genre ce ciao un peu mélancolique. Mathieu, il a pas dit sa chanson préférée. Si, la chanson de Maxence. Ah oui, c'est vrai. Non, regardez ce film. La poucave. Il a pas dit sa chanson préférée. Mais toi non plus, t'as pas dit ta chanson préférée. Moi, je pense que c'est ex aequo entre la chanson de Maxence. Mais j'avoue, il force un peu le man, parce qu'à chaque fois, il est en mode bonjour Madame Yvonne, je les cherche. Et tout le monde doit être en mode putain, il nous casse les Mais couilles, frère, celui-là. mais dans le bar, tout le monde connaît les paroles. Oui, tout le oui, monde oui. chante en mode, Oui, il est en mode on a compris. il l'a cherché partout. Et tout le monde est en mode oui, bon, allez, vas-y, monsieur Non, Maxence. je suis une folle, je sais ce que je veux dire pour la chanson préférée, c'est la chanson des forains. Ah, au début là? Ouais, non, quand ils sont tous les deux en mode dans le bar et qu'ils se présentent et tout, avec leurs outfits et tout. Mes vies, alors là, c'est le couple gay par excellence, excusez-moi, genre, je les aime trop. Et ils se complètent parfaitement, et c'est complètement con ce qu'ils disent, c'est complètement naïf, mais je pense que c'est eux qui apportent le plus de légèreté à tout. Surtout, ils chantent vraiment sur un mode on a un enfant dans chaque ville, c'est vraiment, mais c'est tellement ça. D'accord. Et sinon, moi j'adore la chanson de Simon Dame et de Madame Yvonne aussi, j'adore. Ah, c'est super. Enfin, bref. Tu dis si on t'emmerde, Mathieu, je te vois bailler. Oui. Oui. Ok, et donc on va passer à, on va dire, les actus, si je puis me permettre. Les actus, parce que en mars, c'est le mois des Oscars. Voilà, donc il y a eu cette fameuse cérémonie que, étant la seule au chômage parmi nous 4, j'ai regardé. T'es courageuse parce que les Oscars, c'est particulièrement chiant. Ouais, 3h45. Toutes les 5 minutes, t'as vraiment des pubs. Quoi. C'est alors, très lourd. Du coup, c'était le soir de premier tour des élections municipales. Donc plutôt journée chargée de mon côté. Et je me dis, je vais aller regarder les Oscars, tout simplement. Hein, parce que j'ai rien d'autre à foutre de ma soirée. Donc j'ai regardé les Oscars, 3h45. Et c'est vrai qu'à un petit moment, vers la moitié, j'étais un peu fatiguée. Du coup, je mettais des chronos et je dormais pendant les coupures pub. Et du coup, je me réveillais à la nouvelle statuette. Très fort. Il n'y a pas à autant suivre les Oscars. Il n'y a pas à autant être au chômage, surtout, en fait. Voilà. Donc, non, voilà. Mais du coup, j'ai bien suivi. Je vais juste rappeler vite le palmarès global. One Battle After Another qui s'en sort le mieux avec 6 Oscars, Sinners avec 4, et après c'est Frankenstein avec 3, K-pop Demon Hunters avec 2, et après Hamnet Weapons F1 et Valeurs sentimentales avec 1. Voilà, c'était le palmarès. Est-ce que vous avez un truc à dire, un avis sur la répartition? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont mérités, d'autres non, des déceptions? Ouais. Non, très, très content de manière générale. Je trouve que tout est mérité. Bon, c'est juste le meilleur film d'animation, un peu les boules, mais en même temps, bon, c'est pas très grave pour... Tu voulais que ce soit qui? J'avais l'impression quand même, il y avait un mini espoir sur le film français. Là. Arco, ouais. J'avais l'impression qu'il y avait un petit espoir, mais bon, c'est pas... Voilà. Et non, de manière générale, hyper mérité. De toute façon, on savait qu'une bataille après l'autre, ça allait faire un petit tsunami. Petit, quand même, il a été timide, mais bon. Non, moi, ma déception très personnelle, elle est sur Timothée Chalamet. Ah, c'est vrai ? Parce que je trouve que c'est un acteur incroyable. Mais... Je trouve que Marty Suprême, en vrai, à y repenser, le film a vraiment beaucoup de défauts, mais une de ses qualités exceptionnelles, c'est à quel point le mec porte le film pendant 2 heures, quoi. Et il joue, il a des scènes, vraiment, mais il est exceptionnel. Il le méritait, l'Oscar. Mais est-ce que tu voulais que ce soit... Est-ce que tu préférais pas, par exemple, qu'il ait l'Oscar pour Dune 3 ? Ah si, largement. Mais après, je m'en fous, moi. C'était juste par rapport à la ligne de départ. Dans Marty Suprême, c'est vrai qu'il joue extrêmement bien. Il est exceptionnel, quand même. Et par rapport à la ligne de départ, Michael B. Jordan...
Très bel homme, Michael Ah non, B. mais Jordan. super, Sinners, incroyable, j'ai adoré le film. Et super qu'il ait gagné 4 Oscars et tout. Michael B. Jordan par rapport à un DiCaprio. Ouais. Genre vraiment, je vous jure, je comprends même pas. Genre. Il est trop bien dans le film. Hein. Bah, je pense qu'il y avait une course entre Chalamet et Michael B. Jordan. Oui, mais même, je pense que ça reste quand même un choix politique. Oui, je suis d'accord, je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'il y a aussi la promo ultra agressive de qui a Marty peut-être Suprême, saoulé qui a, aussi. je pense, saoulé les gens au bout d'un moment, en mode bon, c'est bon, on a compris, avec sa putain de balle de ping-pong géante là, vas-y, on le donne à Michael B. Jordan, qui quand même est bien, très très bien dans Sinners, tu vois. Je pense que vraiment, c'est plus à l'usure que ça s'est fait, quoi. Malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Écoute, après, c'est pas grave, il l'aura plus tard son Oscar, il n'y a aucun doute, Oui. vu le talent qu'il a, mais c'est juste que c'est vrai, le film, franchement, il méritait. La ligne de départ, encore une fois, puis même DiCaprio. Hein. DiCaprio, je sais pas si vous vous rappelez, après avoir vu une bataille après l'autre, t'avais un avis général de, franchement, s'il prend l'Oscar, c'est mérité. Genre, là, il est en course et il y va, quoi. Ah ouais, putain, il est exceptionnel dans le film. Ah ouais, moi je préférerais Michael B. Jordan mieux que. Ah ouais, je le trouve fade, hein, DiCaprio dans. Putain, c'est ouf, ok, je le trouve incroyable dans le bataille après l'autre. Bon, après, c'est très bien quand même. Puis tous les autres trucs, pour le coup, je trouve, c'est les récompenses. Au-delà de mériter, c'est qu'en plus, ça me va, quoi. Enfin, j'étais très content. C'est juste ce truc de Timothée Chalamet, mais c'est pas grave. Il l'aura l'année prochaine pour Dune 3, aucun doute. Putain. Aucun doute. Peut-être, hein, on verra. Oh là là, mon rêve. Mon rêve absolu. Oh, j'adorerais. Qui trie, moi comme j'ai vu la cérémonie, l'actrice de Tante Gladys de Évanoui a eu son Oscar pour meilleur second rôle féminin. Banger. Ouais. Bah, déjà, grosse surprise parce que c'était surtout l'actrice, son actrice de Une bataille après l'autre qui était plutôt bien partie. Et finalement, c'est l'actrice de Weapons qui l'a emporté. Et surtout, c'est vrai que c'est vraiment tout le sel de Weapons. Celle qui hante Gladys. Elle va vraiment avoir son propre film en plus bientôt. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce que... La star. Ouais. Et, mais c'est vrai que c'est vraiment le personnage que tu retiens du film, qui est vraiment bizarre, glauque et tout. Mais du coup, j'étais trop contente. Voilà. Petite récompense pour Évanoui qui méritait un petit Oscar. Très très content. Et une déception peut-être, ou non, c'est plutôt ok ? Non, ça reste plutôt ok dans l'ensemble. Je suis plutôt d'accord, même avec Michael B. Jordan. Parce que Timothée Chalamet m'avait vraiment saoulée. Donc en vrai, j'étais en mode ouais, je préfère que ce soit Michael B. Jordan, même si Timothée Chalamet joue mieux objectivement. Pardon. Merci. Et vous, madame invitée, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, moi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur Timothée, je suis un peu comme Kittori, ravie qu'il n'ait pas eu... C'est mesquin, mais... Alors, j'ai beaucoup aimé Michael B. Jordan dans Sinners. J'ai beaucoup aimé Sinners, mais un peu comme Mathieu disait, c'était pas non plus ce que j'ai retenu de Sinners. Mais ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que c'est un choix politique, j'ai vu quelques vidéos qui en parlaient sur TikTok. Comme quoi, en fait, le film, Marty Suprême prônait une manière de penser un peu de droite. Ouais. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas aimé le film, hein, clairement. Voilà, j'ai pas aimé Marty Suprême du tout. En fait, le côté chacun pour sa gueule, et c'est souvent campé par des personnages masculins, en plus, ce genre de mentalité qui s'arrête jamais, qui pense qu'à sa gueule tout du long, tout ça, et qui réussit, et on est content pour lui, même si c'est un connard, et en même temps, il joue bien au ping-pong, tu vois. Il devient père, et c'est ça. Non, mais ça c'est le truc de sa vie, en fait. Mais non, mais c'est le plus beau truc de sa vie pendant 3 jours, et après, il va penser à autre chose, tu vois. Genre, ping-pong, putain. Voilà, c'est ça. Donc, je suis ravie que Michael B. Jordan l'ait eu parce que Timothée Chalamet ne l'a pas eu. Ouais, très bien. Moi, j'avoue, je suis un peu déçue pour déjà le film d'animation, comme a dit Mathieu. Moi, je l'avais dit dans l'épisode 1, mais moi, Arco, c'était vraiment une claque de 2025. Du coup, j'avoue, quand j'ai entendu K-pop Demon Hunters, j'ai soufflé énormément. Elles ont pas fait un show en plus à un moment. Mais en fait, elles ont fait le show de la meilleure chanson qu'elles ont eu à la place de la chanson de Sinners. Ah putain. La fameuse scène de Sinners en mode putain, la chanson de ouf n'a pas eu la meilleure chanson originale, c'est K-pop Demon Hunters. C'est chaud, ça me fait de la peine. Oui, mais Sinners, ça a eu du coup musique originale.
Oui, mais c'est pas pas le même impact. la musique, c'est pas la chanson originale. Ouais. Après, c'est Ludwig Göransson qui a eu Oui, c'est ça, pour c'est ça. Oppenheimer. Et qu'elle craque. Et qui Qu'elle va faire craque. Odyssey d'ailleurs. Ouais. Ouais. Là, ça va être Vraiment une dinguerie. Battle Hans Ouais. Zimmer, Ludwig machin Et y a chouette. pas John Williams pour le film de Spielberg? Si, il y a probablement. Oh là là. Oh là là, la combat scène des Ça va se battre aux Oscars l'an prochain, ouais. Will Smith va revenir aussi l'année prochaine. il me Oui, c'est semble. vrai que c'est la fin de son. Je crois que c'est l'année prochaine. C'est la fin de son. Son Et embargo. Ouais. j'ai même un doute si c'était pas cette année, mais du coup on l'a pas vu cette année. Donc Parce je pense qu'il que était c'est pas l'année dans des prochaine. films. Ouais, mais il me semble que c'était même cette année où ça sautait son truc. Keep my wife name. Ouais. Après, qui n'aurait pas réagi comme lui? Une torgnole dans sa gueule, là. Mais surtout que c'est trop bizarre parce que lui et sa femme, enfin, instant Ils de se- divorce depuis 1000 Mais ans. ouais, ils se détestent. Enfin, surtout sa femme déteste. Oui, le c'est ça. déteste, Donc genre, elle est en mode, tu fais quoi là? Ouais, vraiment. Bon, écoutez, il s'est pris 5 ans de De réclusion. de suspension, c'est bon. Ouais. Après, bon, c'est vrai que se lever pour frapper l'os de la soirée, c'est quand même, il faut le vouloir. C'est culotté, c'est culotté. Il a mais- écouté la petite voix dans sa tête. Sur ça, on va passer à la dernière petite rubrique de cet épisode qui sont. Alors, Mathieu a l'air très impatient. Les suggestions culturelles du mois de mars 2026. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Mathieu, t'as l'air d'avoir des trucs à dire. Ouais, moi j'ai une petite musique à recommander. En parlant de ciné, il y a eu une collaboration à laquelle je ne m'attendais pas trop entre Enfin, j'ai hésité en plus. Mais... Ray et Hans Zimmer. Voilà, qui ont fait une musique ensemble pour le nouvel album de Ray, qui est pas si ouf d'ailleurs, mais la musique est incroyable. Elle, Click Clack Symphony, ça s'appelle. Écoutez, vous comprendrez pourquoi c'est incroyable. Guitry, Angèle, qui veut y aller? moi aussi, ça va être deux musiques qui appartiennent au même album. C'est The Mountain de Gorillaz qui vient de sortir son nouvel album. Incroyable, Ouais. incroyable. Je suis pas fan, mais en fait, je pense que c'est pas mon délire, c'est pas mon style de base de l'album global. Enfin, tout est axé autour de l'Inde. Ah, et de. t'aimes pas l'Inde? C'est pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, l'album fait passer une ambiance qui est très axée orientale, etc. Et enfin, moi, je suis plutôt électro, techno, boum boum boum, donc moi, dès que c'est un petit peu ambiance, je suis en mode, Ah, t'abuses de ouf. Mais il y a deux musiques que vraiment j'adore particulièrement dans cet album, c'est The Moon Cave et The Manifesto, qui sont mes absolutes bangers. Et vraiment, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, tu les écoutes dans n'importe quel contexte, elles sont bangers. Voilà. Ok. Et Angèle? Eh bien, écoutez, moi, c'est de l'animation. C'est la saison 3 de Jujutsu Kaisen qui, du coup, n'est pas sortie en mars, mais en janvier. Mais je me prends une claque mais c'est depuis mars. C'est vraiment, ça nous enchaîne. Comment expliquer ça? Contrairement aux saisons 1 et 2, là, il y a un parti pris esthétique qui se veut beaucoup plus cinématographique, qui propose des angles, des points de vue, des ambiances, des travails sur la lumière qui sont assez exceptionnels et qui, je trouve, pour une adaptation animée mainstream, ça se voit pas tant. Et tout le monde sur la toile est choc-barre parce que c'est pour un animé de combat, on va appeler ça voilà ce que c'est, hein. Ça propose des choses très différentes à chaque fois, ça nous embarque, ça met l'accent vachement plus sur le côté dynamique que l'aspect juste chant contre chant classique pour ce genre d'animé. Et voilà, et c'est exceptionnel, genre vraiment faut aller voir Jujutsu Kaisen, Mathieu. Mais pour la saison 3, rien que pour ça vaut le coup. Non, mais je vais relancer un moment, Ah, t'avais commencé, t'avais arrêté? Ouais, parce que l'histoire me plaît pas du tout. Enfin, je suis pas dedans, mais l'animation est dingue. Juste pour l'animation, ça peut valoir le coup de regarder. Mais j'avais pas été pris par les persos, par ce que ça racontait, par l'univers de manière générale. Mais il faut que je relance, parce qu'apparemment c'est encore mieux après, donc j'ai raté. Ça va de mieux en mieux. Ouais, c'est ça. Ça va de bien en mieux. Donc il faut que je relance à l'occasion. Ok, bah super. C'est si vous êtes à Paris ou si vous êtes parisienne, je vais recommander l'expo Global Warning sur les travaux du feu photographe Martin Parr, qui a un style bien à lui et qui est très connu dans la photo, on va dire, de divertissement, entre gros guillemets. Au Jeu de Paume, voilà, le Jeu de Paume fait une expo sur ses travaux qui sont vraiment
Vous verrez quand vous taperez Martin Parr sur Google, mais c'est vraiment un mec qui a une patte visuelle bien à lui. Et souvent, c'est très méta. On regarde des photos qui sont des photos de gens qui regardent des trucs. Et en fait, t'as l'impression d'être dans un truc. Et parfois, ça montre... il a des travaux sur, par exemple, le luxe, les ultra riches. Par exemple, il y a beaucoup de tirages photos et de séries de photos sur les riches aux courses hippiques et sur leurs habits outranciers, presque ridicules, avec des plumes d'oiseaux de ouf sur les chapeaux, tu vois. Capitole de Hunger Games. Voilà, un peu Capitole de Hunger Games. Et c'est une expo qui est très, très sympa et qui te fait passer un petit message, voilà, voilà, on va dire... Ça fait réfléchir. Un truc à dire, quelqu'un veut dire quelque chose? Caca. Ah, il est tard. Là, il faut aussi un moment... Mais il faut savoir s'arrêter. Voilà. Et donc, merci à vous trois pour cet épisode. Merci à Angèle d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous les auditeuristes de chaque mois. Et n'hésitez pas à faire des fanarts. C'est comme ça qu'on gagne une communauté. Et voilà. Ouais, allez. Faites un petit commentaire. Ouais, voilà. Bah oui, ça d'accord. Les fanarts, peut-être pas, mais voilà. Fanart du cul de Mathieu. Ouais. Il a pas compris que les enjeux du truc. Donc rendez-vous pour le mois d'avril 2026 où nous allons encore parler de super films ou peut-être moins bons films, mais en tout cas voilà, on va bien discuter, bien rigoler. Oui. Voilà, c'était le film de trop. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir. Bisous. Au revoir.